Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Audrey raconte la suite de son histoire bouleversante, avec l'arrêt du cœur de ce petit ange tant attendu, les étapes qu'elle traverse depuis ce drame, le tabou autour du deuil périnatal et l'espoir en la vie qui l'anime coûte que coûte. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir la force incroyable de cette femme qui est une véritable force de la nature. Bonne écoute! Cet épisode sera sûrement très difficile à écouter parce qu'il aborde cette partie de la naissance dont personne ne veut parler, la perte d'un bébé. Je vous recommande de l'écouter dans les meilleures conditions possibles et si cet épisode fait écho à une situation et que vous ne vous sentez pas prêt, attendez de l'être avant de l'écouter. Bonjour Audrey. Bonjour Mélissa. Alors pour petit rappel, dans l'épisode précédent, on a parlé de ton histoire, on était revenu sur la naissance de ton fils qui est né prématurément lié à la prééclampsie, une césarienne d'urgence, le parcours de la prématurité. Aujourd'hui, on va poursuivre la discussion en parlant de la suite. Est-ce que tu pourrais te présenter à nouveau pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans. Je vis en région parisienne avec mon compagnon et mon fils de 4 ans. Très bien. Alors du coup, aujourd'hui, on va poursuivre. À partir de quand vous avez eu envie d'un deuxième enfant? À partir de quand le désir du deuxième enfant est venu? Alors, le désir du deuxième enfant est arrivé assez rapidement, 1 an et demi après la naissance de mon fils, parce que dans mon projet idéal, je voulais des enfants qui n'aient pas trop d'écart. 2-3 ans, ça me semblait bien. Et je me disais, pendant qu'on y est, enfin voilà, autant battre le fer pendant qu'il est chaud, on y va, on reste dans les couches, les biberons, etc. Mais c'était vraiment une volonté d'avoir des enfants proches en âge, qu'ils aient une certaine complicité, proximité, grandir ensemble. Donc ouais, mon schéma idéal, c'était et donc 1 an et demi après sa naissance, on a commencé à essayer. Et pour ma première grossesse, ça avait pris 3-4 mois, donc je m'étais dit ce sera sûrement dans ces eaux-là. Sauf que bien évidemment, ça ne se passe jamais comme prévu et les mois passent, 3 mois, 4 mois, 6 mois et toujours pas de bébé en vue. Et je me dis mais c'est fou, pour mon premier ça arrivait assez vite, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Pourquoi ça arrive pas aussi vite? Et donc on essaye et tous les mois c'est la désillusion. Je crois que j'ai jamais été autant en détresse de voir mes règles arriver. C'était une défaite, une désillusion à chaque fois que mes règles arrivaient. Ça me rendait triste parce que limite ça devient ton objectif de vie premier. Tu ne penses qu'à ça, tu ne vois que ça et t'es focus en fait sur ce projet bébé. Et plus ça prend du temps, plus t'es focus, plus t'es triste parce que justement ça prend trop de temps par rapport à ce que tu avais prévu, quoi. Au bout de peut-être 9-10 mois d'essai, je tombe sur un compte Instagram qui s'appelle Émancipé, EES à la fin. Et là, c'est un peu une révélation et je me dis mais comment ça se fait qu'on ne nous apprenne pas ça à l'école? Je ne comprends pas. Je me dis est-ce que j'ai raté un train? Mais je ne comprends pas. Et en fait, sur ce compte, c'est une ancienne avocate qui s'est reconvertie. Elle a une passion pour tout ce qui est cycle féminin, la féminité, et elle explique en fait comment
notre corps de femme fonctionne et j'apprends plein de choses. J'apprends qu'un cycle ne dure pas forcément 28 jours. Ça, c'est la révélation, alors que j'avais des applis au taquet, 14e jour, ovulation, 28e jour, fin du cycle, mais pas du tout. Donc, je tombe des nues. Qu'effectivement, comme je le disais, l'ovulation n'arrive pas forcément le 14e jour pile, que ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard, qu'il y a des signes pour voir un peu si on a ovulé. Donc, je me mets à ce qu'on appelle, un peu en mode amateur, à ce qu'on appelle la symptothermie. En La fait, température? c'est la température, c'est le fait de coupler certains indicateurs pour voir où tu en es dans ton cycle. Et en fait, ça permet d'avoir un suivi naturel de son cycle. Parce que, bien évidemment, j'avais arrêté la pilule, puis je l'avais reprise entre-temps. En fait, cette méthode permet de regarder au niveau de tes sécrétions vaginales, en fonction de la consistance, de la couleur, ce qu'on appelle la glaire cervicale. C'est un peu ce pâte un peu blanchâtre ou un peu liquide, qui ressemble parfois à du blanc d'œuf, un peu transparente, un peu visqueuse. En fonction de là où tu en es dans ton cycle, en fait, cette glaire cervicale, elle va changer d'aspect, qui va te permettre de savoir si tu ovules ou pas. Donc, quand tu prends pas la pilule et que tu observes ton cycle de manière naturelle, ça te permet de savoir quand tu peux avoir des relations sexuelles non protégées et quand il faut éviter, parce que justement, tu es en période d'ovulation ou pas. Et j'ai vraiment appris plein de choses. J'ai acheté un thermomètre, parce que donc il y a cette glaire cervicale qu'on observe, mais aussi une température à prendre, qu'on appelle la température basale. Et en fait, c'est la température la plus basse de ton corps, et il faut la prendre au moment où tu te réveilles, avant de poser le pied par terre. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre ta température, et c'est un thermomètre basal, c'est-à-dire avec 2 chiffres après la virgule, pour que ce soit très précis. Parce que les variations de température, elles sont très subtiles, et Très donc minime. très minimes. Avec un thermomètre classique, tu vois pas forcément ces changements de température, alors qu'avec un thermomètre avec 2 chiffres après la virgule, tu vois. Et donc je suis à fond. C'est hyper intéressant ce dont tu... Et c'est vrai que on le sait pas tout ça, on nous apprend pas tout ça. Et c'est hallucinant, mais ça, je ne comprends pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on ne nous l'apprenne pas. Je me suis dit... Mais on est très vite mise sous pilule aussi, très Oui, très vite. Et du coup, le cycle naturel, on le connaît pas. On le mais tout connaît à pas. fait. Et c'est vraiment important de se connaître soi-même par rapport à ça, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Prendre la pilule, c'est pas quelque chose de naturel, c'est un choix qu'on fait à un moment donné, mais c'est pas quelque chose de naturel. Et je me dis, il y a une base en fait à connaître, et on doit nous l'apprendre. Et si toutefois on nous l'apprend pas, il faut que par d'autres moyens, on ait accès à ce type d'information, parce que c'est capital. Et moi, ça a changé mon approche dans le cadre de mes essais bébés. J'ai vraiment été à l'écoute de mon corps, à être attentive. Je me suis mise aussi aux plantes. J'étais en contact avec une naturopathe sur Instagram, vraiment très ouverte, très bienveillante, qui donnait des conseils sans forcément attendre quelque chose en retour. Et du coup, j'ai bu des infusions, enfin tout ce qui pouvait m'aider quelque part à équilibrer mon cycle. Et le fait d'observer mon cycle, ça m'a permis de découvrir que ma phase lutéale, donc la phase, en fait, le cycle est composé de plusieurs phases. Le premier jour des règles, c'est le début du cycle. Ensuite, tu as la phase préovulatoire, où tu as les follicules qui évoluent pour justement ensuite libérer un ovule qui est ou pas fécondé. Tu as la partie ovulation, donc avec cette libération d'ovules, et tu as la partie post-ovulation qui s'appelle la phase lutéale, et c'est à ce moment-là que l'ovule fécondé vient se nicher dans l'odomètre pour ensuite devenir un embryon, un fœtus, un bébé, etc. Et en fait, cette phase, elle est censée être suffisamment longue pour justement laisser le temps à cet embryon de s'accrocher en fait dans le nid. La nidation. La nidation. Et en fait, quand ta phase lutéale est trop courte, quand tu manques de progestérone par exemple, les conditions sont pas favorables à ce qui est cette nidation. Et en fait, c'est en observant mon cycle que je me suis rendu compte que ma phase lutéale était trop courte, et qu'il fallait que j'agisse sur ma progestérone. Et comment? J'ai trouvé des plantes, j'ai vraiment voulu à ce moment-là être actrice, tu vois,
pas juste observatrice, vraiment être actrice et mettre toutes les chances de mon côté parce que j'étais à fond, quoi. Parce que ce projet bébé me tenait vraiment à cœur et peut-être trop. À ce moment-là, j'étais peut-être trop focus, mais en tout cas, j'ai essayé de mettre tout ce que je pouvais en place pour y arriver. Après avoir découvert ce compte-là, j'ai eu un rendez-vous avec une gynécologue. Alors, j'avais pas de gynécologue fixe, mais je l'ai trouvé pas très loin de chez moi et j'ai pas aimé. Et c'est beaucoup une question de feeling aussi avec les médecins. J'ai pas aimé parce que je suis arrivée avec mon petit carnet parce que j'en avais un nouveau pour cette deuxième Le grossesse. fameux, le retour du petit carnet. J'avais mon petit carnet rose avec des cœurs, machin, et j'avais ma liste de questions et je n'ai eu aucune réponse. Je suis ressortie, mais dans un état de tristesse et de frustration. Elle n'a répondu à aucune de mes questions. J'ai essayé de lui parler de la symptothermie avec la glaire. Elle m'a bâché, mais d'une force très triste. Et puis, elle m'a dit... parce qu'en fait, je la consultais parce que ça allait faire 1 an. Ça faisait 1 an qu'on avait commencé à essayer et que bébé n'était toujours pas là et que je m'inquiétais. Est-ce qu'il fallait faire des examens? Est-ce qu'il fallait faire quelque chose? Et elle m'a dit qu'en gros, non, que c'était à partir de 2 ans qu'on commençait à discuter de parcours particuliers, mais qu'en gros, on n'en était pas là, donc salut. Et ouais, je me suis sentie mal Hallucinant. après ce rendez-vous parce que j'ai eu la sensation de ne pas être écoutée, d'être un peu infantilisée, de pas. Et pourtant c'était une femme, hein, donc peu importe le sexe en fait. Hein. Ouais, de pas avoir été prise en considération. Ça m'a vraiment rendue très triste. J'ai été très déçue de ce rendez-vous, sans aucune réponse à mes questions. Donc j'ai repris mon cheminement comme je pouvais, avec tout ce que j'avais appris de mon côté depuis. Quelques mois après, venant de nulle part, enfin, je suis tombée enceinte. Je me souviens avoir juste montré le test à mon chéri et il était très, très étonné et très sur la réserve. En fait, il a été très sur la réserve parce que vu Les antécédents. mes antécédents, ma première fausse couche, puis la naissance de notre fils, il était très sur la réserve. Il attendait de voir. Alors que moi, je me suis enflammée tout de suite. En fait, suite à la naissance de mon fils, on m'a découvert comme un trouble de la coagulation. Enfin, j'ai un petit problème de coagulation. Et du coup, on m'avait dit, après mon premier accouchement, que pour une prochaine grossesse, il faudrait que je suive un traitement particulier, il faudrait que je prenne de l'aspirine, il faudrait aussi que je prenne une piqûre qui s'appelle Lovenox, c'est un anticoagulant, et que je la fasse tous les jours, à heure fixe. Et donc moi, je savais ça, j'étais au taquet, donc je me suis inscrite tout de suite à l'hôpital, donc l'hôpital où est né mon fils. Je suis inscrite tout de suite, j'ai donné mes antécédents, enfin, de toute façon, ils les avaient, puisque j'avais accouché là. J'ai eu mon ordonnance et j'ai commencé le traitement tout de suite. J'étais vraiment au taquet. Les semaines se passent et on part en vacances. Je vais être à 7 semaines ou 8 semaines. 8 et ça. Sachant qu'on avait fait l'échographie de datation juste avant de partir en vacances, donc on l'avait entendu, on l'avait vu, on savait pas encore, c'était trop tôt, si c'était une fille ou un garçon, mais on l'avait vu, quoi. Et on part en vacances et pendant ces vacances, j'ai quelques petites gouttes de sang, mais très claires, rosées, comme si c'était du spotting, ce qu'on appelle le spotting, mais très claires. Et je me dis, alors là, ça m'a pris aux tripes. Bien sûr. Je dis: «Ah non, 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 pas encore», et je me suis dit: «Mais c'est pas pareil que la première fois. La première fois, c'était du sang, c'était rouge. Là, c'est rosé, c'est quelques petits points, c'est pas en continu. Bon, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est pas une fausse couche». Et donc de retour sur internet, Doctissimo, je encore, Again. j'apprends que parfois, le col de l'utérus peut être un petit peu fragilisé, que ça peut provoquer des saignements, mais que c'est rien, et cetera, et cetera.
Et je me dis: «Ah, c'est peut-être ça», et donc on finit notre séjour et en rentrant à Paris, je me dis, je dis à mon chéri: «Bon, je vais aller aux urgences, mais pour me rassurer, juste pour qu'on me confirme que c'est pas ça». Et donc il reste à la maison avec notre fils et je me rends, je me souviens, c'était un samedi soir aux urgences et donc j'étais tellement pas sur ça que dans la salle d'attente, je finalisais mon inscription. J'étais sur internet avec mon téléphone à finaliser mon inscription à l'hôpital, à donner tel et tel document dans la salle d'attente. Et donc j'explique pourquoi je me suis rendue aux urgences et au bout de quelques heures, je suis reçue. Et donc c'était, je pense, une interne qui était là et elle commence à me faire l'échographie et elle parle pas. Et au moment où j'allais lui dire de mettre le son pour que je puisse entendre le cœur, avant que je puisse lui dire ça, elle me dit la grossesse s'est arrêtée, le cœur ne bat plus. Oh là là. Et là, je fonds en larmes et je me dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, cette grossesse-là, bah déjà, elle est arrivée, ouais, peut-être 1 an et demi après qu'on ait essayé, donc quand même longtemps, hein. Enfin longtemps, tout est relatif, mais longtemps pour moi. Et je m'étais déjà projetée, et j'étais partie au quart de tour, et ça signifiait plein de choses. Et là, en fait, tout s'effondrait, Eh oui. tous mes espoirs s'effondraient. Tout ça s'est effondré en une phrase, le cœur s'est arrêté, etc. Et tu étais seule en plus pour accueillir cette nouvelle. J'étais seule et ah ouais, j'ai été très très triste, très très triste. J'ai beaucoup pleuré et elle m'a laissé un petit moment seule. Donc j'ai appelé mon chéri qui était chez nous et je lui ai annoncé et il a marqué un temps d'arrêt et il s'est ressaisi assez vite en me disant ça va aller, t'inquiète pas, rentre vite. Et on m'a donné, elle est revenue, elle m'a donné une ordonnance avec un arrêt maladie d'une semaine. Elle m'a donné un Une médicament. semaine. Ouais, une semaine. Elle m'a donné un médicament pour évacuer. Et me voilà repartie avec tout ça sous le bras. Et voilà, donc je rentre. On est tous les deux au bout de nos vies. Et puis le lendemain, je vais chercher le médicament et je le prends. Et en fait, ça a fait effet assez vite quand même, parce que j'ai commencé à avoir une douleur très forte au ventre. J'ai eu très mal au ventre. Et je me souviens, et j'étais debout à côté de mon chéri qui était assis à la table de notre salle à manger. Et là, j'ai le mal de ventre qui me prend et je sens quelque chose tomber. Je sens quelque chose sortir de moi, mais je sens un truc, une masse, un truc qui sort. Et là, je la grippe et je lui dis, c'est sorti, enfin, maintenant, c'est sorti. Et donc là, on file aux toilettes et je suis sur les toilettes et je pleure. Je pleure parce que je sais que c'est mon bébé qui vient de sortir. Eh oui, eh oui. Et mon chéri, toujours au top dans ce genre de situation. J'ai même pas regardé, j'avais même pas la force de regarder. Il l'a pris, il l'a enveloppé dans du papier, il l'a pris et il est parti avec. Je sais pas ce qu'il en a fait, je sais pas, je vais pas. Il est parti avec. Et je suis restée sur les toilettes en larmes à pleurer parce que, en fait, ça a été un peu traumatisant de sentir, de le sentir sortir en fait. Sortir. Et je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je pensais que ça allait être du sang comme la première fois. On Mais là, t'avait il y pas a expliqué? On t'avait pas expliqué non non, plus comment ça allait on se m'avait dérouler? on m'avait pas expliqué. Et c'est vraiment cette masse ça m'a bouleversée, quoi. Eh oui. Et donc, arrêt maladie, où j'essaye de penser à autre chose. Et là encore, hein, je m'étais tellement enflammée que qu'on avait annoncé à nos parents. Et là encore, et ils sont vraiment pas gâtés, hein, avec nous. Là encore, il a fallu leur dire, ben, L'annonce. c'est fini. Ouais, ça a été compliqué.
Dur, Et du dur, dur. et et en fait, j'attendais, heu, cette grossesse pour faire des choix professionnels et vu que Mmh. finalement cette grossesse n'avait pas abouti, j'ai fait, ces choix. Il y a eu certains changements et je me suis dit, «Bon, bah, j'ai été en attente pendant toute cette période, là ça suffit, ça arrivera quand ça arrivera et ça aura les conséquences que ça devra avoir, au niveau professionnel si ça doit en avoir, mais là, tant pis, je fais mes changements et on verra ce qui se passe». Donc là, j'ai vraiment un peu lâché prise sans vraiment, mettre ce projet sur pause parce qu'il était vraiment important. Mais je me suis dit, je mène de front plusieurs projets et celui qui arrive en premier, bah, voilà. Et bah, comme dit comme fait, le mois d'après, je suis tombée enceinte. Mmh. Alors que ça faisait, presque enfin un petit peu moins de 2 ans maintenant, entre 1 an et demi et 2 ans, qu'on essayait et c'est arrivé et sans crier gare. Comme, la deuxième grossesse quand tu as eu ton fils. Ouais, 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 pareil et du coup, ben, moi toujours très contente, mon chéri toujours, sur la réserve, Prudent. Mmh. très prudent parce que je pense qu'il voulait pas s'attacher au cas où, parce que ça fait mal en fait, hein. Ça fait mal. Ça fait très mal donc c'est une grossesse, qui a commencé en marchant sur des œufs. Par Mmh. exemple, j'avais un retard de règles, je savais, du fait de l'observation, de mon cycle, mais je n'ai pas fait de test de grossesse tout de suite. J'ai laissé plus de temps et le fait d'avoir laissé plus de temps, ben, quand j'ai fait mon test de grossesse, ben, les 2 barres, ont été d'une évidence, voilà, elles sont apparues tout de suite. Quand j'ai fait ma prise de sang, j'en étais à un taux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que mes précédentes prises de sang. En fait, là, je me suis dit: «Ah, mais en fait, ah ouais, enfin, le Ça y bébé, est. il est là, quoi. Mmh. Il est là» et du coup, on n'a même pas pu faire d'échographie de datation puisque, bah, en fait, j'avais pris tellement de temps que, bah, c'était plus la peine parce que je devais avoir ma première échographie moins d'un mois après, donc j'ai pas eu d'échographie de datation. On a pu l'entendre quand même, Mmh. et le voir vite fait, mais il y a pas eu d'échographie de datation en tant que telle. Mmh. Et donc on est partis en vacances, on l'a annoncé à nos parents. Je me suis inscrite à l'hôpital où mon fils, est né. J'ai eu le même traitement, aspirine, Lovenox. Aspirine liée, à la prééclampsie, à la ouais, à la première prééclampsie. Ouais, 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 j'ai eu un traitement particulier du fait de mes antécédents Mmh. et pour rappel, la prééclampsie en termes de symptômes, c'est de la tension, c'est, des protéines dans les urines, c'est une alors c'est pas forcément tous les symptômes en même temps, ça peut être quelques-uns, hein, c'est pas Mmh. forcément tous, hein. Ça peut aussi être une barre, sous la poitrine, ça peut être des œdèmes, des gonflements, des maux de tête, des mouches devant les yeux, ouais, la prééclampsie, c'est tout ça. Mmh. Moi typiquement, j'ai eu, les protéines dans les urines, la tension, les maux de tête et j'ai eu un œdème après mon accouchement. Parce que Mmh. ça aussi, il contrôle, et ça je le savais pas, il contrôle un peu la tension et les protéines dans les urines, etc. Même après l'accouchement, parce qu'il peut y avoir des dégradations post-accouchement. Et en fait, moi, le lendemain de mon accouchement, j'ai eu un œdème, enfin mon visage était gonflé comme jamais. J'ai eu Mmh. l'impression que j'avais été piquée par des moustiques ou des abeilles, mais une tête, mais Mmh. je me Ouais, les reconnaissais à gonflements, peine. mmh, Ah ouais, tout mon visage était gonflé et du coup, je me suis rendu compte que c'était aussi un des un des signes de la symptômes de la prééclampsie. de la prééclampsie. Et donc du coup pour cette, nouvelle grossesse, tu avais un suivi particulier? Oui, donc suivi particulier avec, l'aspirine, mais aussi du Lovenox par rapport à mes, problématiques de coagulation qui ont été, découvertes après mon premier er accouchement.
Mmh. Donc, me voilà partie pour plusieurs mois de piqûres, sachant que ce sont des piqûres que je me faisais moi-même. Alors, les premiers temps, une infirmière est venue, enfin, pour me montrer, etc. Mais je trouvais ça trop contraignant d'attendre l'infirmière tous les jours, donc j'ai appris à les faire toute seule. Et en fait, je me faisais ces piqûres dans les cuisses. Et à force de faire des piqûres, ben, en fait, on a des bleus. Des bleus. Des bleus, donc j'avais comme des bleus sur les cuisses. Et il y a des jours où c'était plus facile et d'autres où j'avais l'impression que ma peau était dure, enfin, j'arrivais pas. Et du coup, c'est mon chéri qui me faisait les piqûres. Mais voilà, me voilà partie pour une nouvelle grossesse avec un suivi directement à l'hôpital. Du coup, cette grossesse, comment tu l'appréhendais? Est-ce que tu angoissais par rapport à la naissance de ton fils? Comment tu l'appréhendes? Est-ce que tu continuais à marcher sur des œufs ou tu commençais vraiment à rentrer vraiment dans cette grossesse? Pour cette grossesse, mais comme pour tout, hein, j'ai envie de dire, j'ai vraiment été au taquet Mhm. depuis le début, avec mon petit carnet, avec mes questions. J'appréhendais sans appréhender parce que j'étais suivie directement à l'hôpital. Dès le début, j'ai été suivie par une gynécologue, la même, à l'hôpital. Et en fait, j'étais rassurée parce que je me disais, c'est l'hôpital qui a sauvé mon fils. Donc, il ne peut Mhm. rien m'arriver. Mhm. Je suis en sécurité. Je suis dans un endroit qui a déjà fait ses preuves. Il ne peut rien m'arriver. Mhm. S'il se passe quelque chose, ils feront le nécessaire. Et voilà. Donc, j'étais rassurée quelque part. Et donc, cette gynécologue me suit. Elle apprend à me connaître. Elle sait que j'ai mes questions. Donc, à chaque fin de consultation, ça me fait rire, elle me dit c'est bon maintenant, je vous écoute. Quelles sont vos questions? Et donc, elle me voit ouvrir mon petit carnet. Et Le la fameux grossesse, au carnet. final, la grossesse se passe bien. Mhm. J'ai mes échographies. On apprend que c'est une fille. Mhm. Et du coup, je me souviens, on avait les masques. Mais j'ai vu le regard de mon chéri, mais le regard genre what? C'est une fille. Et il dit à l'échographiste, non mais c'est vrai? C'est une fille? Oui, oui, c'est une fille. Et il avait une tête comme s'il a vu un choc et qu'il s'en remettait pas, quoi. Et je lui ai Mhm. dit, mais ça va aller, hein. C'est une fille, mais ça va aller. Et en sortant, il m'avait dit, oh là là, mais déjà qu'il y a ça, 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 ça me prend la tête, ça me prend la tête. Ah, si c'est une fille, oh là là, ça va encore être. Je lui ai dit, mais il faut arrêter de diaboliser les filles. Oui, bah c'est une fille et c'est très bien et tu vas tomber amoureux de ta fille et puis voilà quoi, tu seras gaga et comme tous les papas et voilà. Du coup voilà, assez sereine dans cette grossesse, je suis très bien suivie. Là, cette gynécologue m'arrête vers 6 mois et demi de grossesse, donc un peu plus tard que la première fois. Ça va, c'est vraiment parce que j'avais des contractions, donc c'était juste pour avoir du repos. Et du coup vient le moment de parler aussi enfin, on l'aborde sans l'aborder parce que je sens pas qu'elle recule le moment, mais qu'elle attend certaines choses avant d'en parler. Par exemple, la manière dont je vais accoucher. Est-ce que ça Mhm. va être une césarienne? Est-ce que ça va être par voie basse? Et elle me demande ce que je veux. Et je lui explique que j'ai fait mes cours de préparation à la naissance, enfin, puisque la première fois, j'avais eu juste le temps de faire le premier cours et puis ensuite mon Mhm. fils était arrivé. Là, j'ai eu le temps de faire mes cours. Je sais que pour X raisons, pour plein de raisons, ça peut se terminer en césarienne et je l'accepte. C'est OK. Si ça se termine en césarienne parce que c'est nécessaire, c'est OK. Mais j'aimerais bien essayer par voie basse. Mhm. S'il n'y a pas de contre-indication suite à ma première césarienne, j'aimerais bien essayer. Et elle me dit OK. Elle me dit qu'elle n'a pas de contre-indication, que par voie basse, ça lui va. C'est pas parce que j'ai eu une césarienne la première fois que je peux pas accoucher par voie basse la deuxième fois. Et donc elle valide. Mhm. Elle valide ce projet-là. Et du coup, on continue et troisième échographie et on détecte un retard de croissance Mhm. inférieur au 5e percentile, comme la première fois. Mhm. Coup, petit bébé encore, je suis toujours pas très grosse, hein. J'ai pris très peu de poids, hein. Ah oui, ça c'est quelque chose d'important. J'ai pris moins de 10 kilos. J'ai dû Mhm. prendre 6 kilos lors de cette grossesse et ça m'inquiétait parce que je me disais, mais je comprends pas
comment cela se fait-il que je ne grossisse, enfin que je ne prenne pas autant de poids? Je pensais qu'il y avait un problème. Et en fait, elle me disait, mais à partir du moment où le bébé va bien, il se développe bien, ben, peu importe en fait que je prenne beaucoup de Du poids ou poids. pas, c'est pas grave, quoi, c'est pas ça l'important. Parce que moi, je pensais que prendre du poids, c'était synonyme de bonne santé, enfin que ça se passait bien, Bah, il y mais a beaucoup de femmes qui pensent ça. et au final, ben non. Elle m'avait juste dit, ben vous ferez juste des jalouses quand vous allez accoucher parce que vous n'aurez pas grand-chose à perdre. Mmh. Et donc je me suis raccrochée à cette idée et donc 3e échographie, retard de croissance. Et je me souviens que le rendez-vous, enfin la consultation qui a suivi, j'ai eu l'impression qu'elle n'avait pas vu que dans le compte-rendu de l'échographie, il était mentionné RCUI, 5e percentile. Mmh. Parce que c'est moi qui lui ai dit, mais il est quand même un peu petit, hein. Et ça m'inquiète un peu. Et elle me dit, mais non, ça va, il se développe bien. Et je lui dis, bah si, il est quand même un peu petit. Et puis là, elle reprend le compte-rendu d'échographie. Et je pense que c'est là qu'elle a vu. Donc déjà, là, je me suis dit, elle n'a pas vu quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle n'avait pas vu cette information qui est quand même Qui capitale. est quand même importante. Ouais, et du coup, elle voit qu'effectivement c'est noté dans le compte rendu, et puis elle me dit, ah oui, mais en gros, la personne qui a fait l'échographie, elle a tendance à voir les bébés plus petits qu'ils ne sont. Mmh. Et donc, pour quand même s'en assurer, je vais commencer un suivi à l'exploration fonctionnelle. Donc l'exploration fonctionnelle, c'est quoi? Pour rappel, c'est un suivi par une sage-femme à l'hôpital qui fait 1 ou 2 fois par semaine un monitoring et un Dynamap. Donc c'est comme un tensiomètre. Enfin, je pense que ça ne fait pas que ça, mais en tout cas, c'est un appareil qui est sur pied, qui permet de prendre la tension pendant 20-30 minutes, toutes les 5 minutes, voilà, plusieurs mesures de tension. Mmh. Et donc elle me dit, ben, je vais vous prendre un donc elle joue devant moi, elle appelle la sage-femme de l'exploration fonctionnelle, est-ce que tu as de la place? Ok, je t'envoie madame, tout de suite. Et donc au final, j'y vais. Et on commence à faire les rendez-vous. Et donc je rencontre cette personne. Et je lui dis, ah, mais je suis déjà venue aux explorations fonctionnelles pour ma première grossesse, j'avais vu une sage-femme, mais peut-être que c'est vous. Et elle me dit peut-être, et elle fouille dans, dans les dossiers dans l'ordinateur, et elle me dit, eh ben oui, c'était moi. Et je me dis, Mmh. mais C'est c'est fou. fou quand même, je Mmh. tombe sur la même sage-femme aux explorations fonctionnelles. Et en fait, ça me rassure parce que je me dis, c'est elle qui m'a arrêtée la première fois. C'est elle qui m'a Mmh. hospitalisée. C'est elle qui m'a dit, vous restez, vous rentrez Mmh. pas chez vous. Et parce que si elle ne m'avait pas dit ça, je sais pas quelle aurait été l'issue, je sais pas si mon Mmh. fils aurait été là aujourd'hui. Et donc, ça me rassure parce que je me dis, ok, elle est carrée, elle est au taquet. S'il se passe un truc, elle saura sonner l'alerte. Je Mmh. me sens rassurée, je me sens en confiance. En Puis elle me dit, sécurité. en sécurité. Et elle me dit, mais vous aviez déjà un carnet la dernière fois. Donc je rigole, et je lui dis, bah oui, je suis la dame au carnet, c'est encore possible. Et donc on a le temps de faire plusieurs rendez-vous. Alors il faut savoir que j'avais un suivi vraiment particulier. Donc j'avais le traitement dont on a parlé, avec les Mmh. piqûres, l'aspirine et tout. J'avais mes consultations classiques à l'hôpital, mais j'avais aussi des explorations fonctionnelles, un suivi par une sage-femme de ville qui me Mmh. faisait aussi monitoring et qui prenait ma tension. Et j'avais aussi une auto-surveillance à faire chez moi, parce que j'ai un tensiomètre, pour prendre ma tension le matin et le soir. Donc j'avais tout ça. D'accord. Là, c'était vraiment focus sur la tension, et je pense que l'historique, enfin les antécédents de prééclampsie, ben, ça a beaucoup joué parce que j'ai vraiment Mmh. senti que l'hôpital était vraiment focus sur la Donc tu tension. étais bien suivie, Ah ouais, très j'étais suivie. bien suivie, j'avais le package complet, j'avais tout. Et du coup, la sage-femme des explorations fonctionnelles m'avait dit, quand vous prenez votre tension à la maison, si ça dépasse 13,9, vous allez aux urgences. Vous posez pas de questions, vous allez aux urgences. Ok. Donc je commence ma surveillance, les semaines passent. Un jour, je prends ma tension et il y a des mesures qui me plaisent pas. Je vois des mesures à 15 et quelques, et je vois 2 mesures comme ça et je me dis: c'est bizarre, allez, on y va». Tu Mon étais à chéri quel était terme à ce moment-là? alors là, je devais être à 35 semaines. Mmh.
Parce que oui, je l'ai pas dit, mais quand j'ai dépassé, les 30 semaines, ça a été la fête, hein, parce que j'ai dépassé Mhm. le terme de mon fils et là, chaque semaine en plus, c'était C'était une une petite victoire. victoire, mais Ah ouais, oui. c'était une petite victoire, j'étais trop contente, ça se passait bien, en fait et donc Mhm. je devais être à peu près à un peu plus de 35 semaines quand j'ai commencé à avoir ces mesures de tension qui me plaisaient pas trop donc avec mon chéri, on est partis aux urgences et on y est resté 6 heures. Ils m'ont fait tout un tas d'examens, j'ai eu droit à des monitos, la tension, les urines, j'ai même eu une prise de sang. Je suis restée tellement longtemps qu'ils m'ont donné à manger. Ils m'ont donné un plateau Mhm. repas, alors que j'étais aux urgences, quoi. Et au bout du compte, ben, en étant aux urgences, ma tension était bien, elle était normale, j'avais pas de mesures bizarres. Donc, après tous ces examens, ben, ils m'ont laissé rentrer. On est rentré et donc voilà. Et donc quand j'ai eu la prochaine visite aux explorations fonctionnelles, j'ai expliqué à la sage-femme que j'étais passée aux urgences pour telle raison, etc. Et en fait, jusqu'à présent, je savais que c'était prévu que j'accouche par voie basse, mais je savais pas quand. Mhm. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que la piqûre que je prenais, le Lovenox, c'est incompatible avec une péridurale. C'est-à-dire que D'accord. quand on fait la piqûre, il faut attendre 12 heures avant de pouvoir faire une péridurale. Mhm. Donc, en fait, il fallait que je sois déclenchée. Il fallait que ce soit un petit peu programmé, même si c'était par voie Mhm. basse, mais il fallait que je sois déclenchée pour m'assurer de ne pas prendre la piqûre de la veille pour D'accord. pouvoir avoir une péridurale si je voulais, etc., etc. C'est lors de cette consultation qu'elle m'a parlé du terme. Elle m'a dit, ben, on va partir sur un déclenchement à 39 semaines. Mhm. Et je me suis dit, ah ouais, 39 semaines, c'est loin quand même, hein, mais je l'ai pas verbalisé. J'ai rien dit. Je me suis dit, bon, ben, elle sait mieux que moi. Bon, bah, ok, 39 semaines, toujours ça de prix. Donc, je me projette. J'arrive bientôt à 37 semaines. Je me dis, à partir de 37 semaines, elle peut arriver n'importe quand. Il faut que tout soit prêt. Donc, tout est prêt mes valises, sa valise, la chambre, la table à linge, tout. J'ai déjà tous ses vêtements sont prêts. Donc elle peut arriver n'importe quand, c'est bon, je suis prête. Je suis organisée, je suis prête. Moins de 2 semaines après ce premier passage aux urgences, un soir, je prends ma tension assez tard. Et en fait, je vois que j'ai une tension à 14 et quelques. Et je me dis, bon, en général, j'ai peut-être une mesure pas super, mais après les autres sont bien, donc ça va. Et là, je vois que je prends ma tension pendant 1 heure et que je reste à 14, que ça descend pas. Et donc là, je dis à mon chéri, on y va. On y va, les valises sont dans le coffre, on y va. Et en arrivant à l'hôpital, en marchant pour aller aux urgences, je lui dis, je suis sûre qu'ils vont me garder. Et je lui dis ça en rigolant, parce que Mhm. je suis sûre qu'ils vont me garder. Ça fait 2 fois que je viens aux urgences, ils vont le garder. J'arrive aux urgences, tout de suite je comprends qu'ils sont en sous-effectif. Parce que Mhm. à l'accueil bah, des urgences maternité, il y a une infirmière enfin je l'entends dire oui, il y a 2 personnes qui sont en arrêt maladie, on a été prévenu que maintenant, donc je comprends qu'ils sont en sous-effectif. Et donc on commence à me faire un monitoring qui dure très très longtemps. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait personne, en fait, qui dure très longtemps. Je fais mes tests d'urine et je fais mon Dynamap. Et comme par hasard, mes tensions sont bien. Si bien que je me demande si c'est pas mon tensiomètre à la maison qui déconne. Mhm. Mais non, en fait, il déconne pas. Tout, ça va, en fait. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, ça va. Donc, je leur dis, mais ben, on est arrivé aux urgences, il devait être 22 heures, 23 heures. Et il est déjà 2 heures du matin, 2-3 heures. Et je leur dis, je dois avoir rendez-vous aux explorations fonctionnelles aujourd'hui à midi. Et du coup, pour m'arranger, l'infirmière me dit, ben, si vous voulez, on va faire tout ce que vous auriez dû faire aux explorations fonctionnelles maintenant. Comme ça vous évite de revenir, puisqu'il est déjà 2-3 heures du matin, pour pas que vous reveniez à midi à l'hôpital, on fait tout. Et donc là, on attend et quelqu'un vient faire une échographie, donc je vois ma fille, ça va, poids estimé 2 kilos quelques, pas très grosse, mais on le savait déjà, un retard de croissance, quoi. Normal. Et donc échographie
Et ça va. Elle bouge, son cœur bat, ça va. Donc on rentre chez nous. On rentre chez nous, on se Donc repose, retour à la maison. retour à la maison. Vers midi, j'appelle les explorations fonctionnelles et je tombe sur la sage-femme qui me suit et je lui dis: «Vous avez été» je sais que le rendez-vous a été annulé, hein. Donc au final, en vrai, c'est pas nécessaire que je l'appelle. Mais je ressens le besoin de l'appeler pour lui dire que je suis passée aux urgences pour telle et telle raison. Mais je sais qu'elle le sait, mais j'ai besoin de lui dire moi-même. Donc je l'appelle et je lui dis: «Voilà, vous avez été informé que le rendez-vous a été annulé parce que ce matin, j'ai été aux urgences pour telle raison» et cetera. Et en fait, j'attends qu'elle me dise: «Ça fait 2 fois que vous venez aux urgences, bon là non, vous allez revenir et vous allez rester». J'attends qu'elle me dise ce qu'elle m'a dit pour ma première grossesse. J'attends qu'elle me dise: «Vous restez, on va vous hospitaliser». Mais elle me le dit pas en fait. Elle me dit: «Ah bah OK» et je pense qu'en fait, quand je l'ai eu au téléphone, elle était pas sur moi. Je l'ai peut-être prise de court, mais elle était pas sur moi et elle m'a dit: «Ah bon OK, oui vous étiez aux urgences, d'accord, mais de toute façon on a un rendez-vous la semaine prochaine, oui c'est bon, on l'a calé, OK, bah d'accord, bah on se voit la semaine prochaine». Et là, je raccroche et je me dis: «Bon», mais avec le recul, j'aurais dû insister. Tu avais senti quelque chose. J'ai senti un truc et en fait je me suis dit: «De passage aux urgences, c'est pas anodin quoi». Et je voulais qu'elle me dise de rester et elle me l'a pas dit et Mais en même temps, toi, tu faisais confiance au corps médical, enfin, oui, aveuglément, tu étais bien suivie, c'est une sage-femme qui te connaît, qui connaît tes antécédents, tu ne pouvais que faire confiance, en fait, au corps médical. Comment ne pas faire confiance, surtout avec le suivi que tu avais? mais oui et après coup on me dit, «Mais c'était pas ton rôle en fait. Mais non, Toi, en tant que maman, tu as fait tout ce que tu avais à faire. mais bien Tu es sûr. venue aux consultations, tu as pris ton Et tu as fait tout traitement». ce qu'on t'avait dit? À Voilà, tu partir as de telle tension, tu vas aux urgences, enfin, tu as suivi tout le protocole, tout ce qu'on t'avait dit, en fait. C'est ça et en fait ça, cette décision d'hospitaliser ou pas, c'était pas à toi de la prendre, c'était pas à toi de c'était pas dans ton périmètre donc Mmh. et donc je raccroche et l'après-midi se passe et en général, j'avais l'habitude de faire ma piqûre vers 21h et là, je sais pas pourquoi, je la fais vers 19h et même au moment de faire le geste, j'ai un petit moment d'hésitation, parce que je me dis: «C'est plus tôt que d'habitude. Est-ce que je la fais vraiment maintenant? Ah bah si, je vais la faire maintenant parce que je serai débarrassée» et je la fais. Je fais Mmh. ma piqûre de Lovenox et quelque temps après, je commence à me sentir pas bien. Je sais pas, comme une fatigue ou je sais pas, il y a un truc, je me sens pas bien et donc je vais m'allonger et je commence à avoir, mal d'un côté, Mmh. sur le côté et je me dis, «C'est bizarre quand même, j'ai toujours eu des contractions, même si c'était pas des contractions de travail, mais toujours dans le ventre. Au niveau Ah du bah, c'est ventre? peut-être une contraction dans le dos, j'en ai jamais eu, en bas du dos, mais en même temps, c'est pas au bas la douleur, elle est pas en bas du dos, elle est sur le côté, vraiment sur le côté droit et donc je me dis: «Bon allez, je vais prendre un Spasfon». J'essaye d'appliquer ce qu'on m'a dit en cours de préparation à la naissance et puis ma mère était là puisque, elle était venue, sur les dernières semaines pour m'aider avec mon fils, l'emmener à l'école et cetera, faire à manger et donc je lui demande de me faire couler un bain. Mais dans tout ça, la douleur, se précise. Elle Mmh. s'accent Je me mets dans le bain, non sans difficulté, mais je vois que le bain me soulage pas. J'ai mal mais je commence à avoir vraiment mal, Mmh. mais très, très mal et en fait, avant de rentrer dans le bain, j'envoie un message à mon chéri en lui disant: «Ah, je crois que j'ai des contractions, tu devrais, rentrer. J'ai l'impression que j'ai des contractions, c'est bizarre, viens». Ma maman, elle voit que ça va pas. Elle voit qu'il y a un truc qui est bizarre. Donc elle Mmh. l'appelle et elle lui dit: «Non, là, il y a un truc, non, il faut que tu viennes». Et en fait, mon chéri me dira plus tard que, en fait, moi, quand il a reçu mon message, il s'est dit: «Ah trop bien, c'est les contractions, elle arrive, notre fille arrive». Mmh. Mais quand il a eu l'appel de ma maman juste après, il s'est dit: Si sa maman Mmh. m'appelle, c'est qu'il y a un truc». Donc il est arrivé et en fait, il m'a trouvée dans le bain, dans un état dans un Mmh. état, pas possible et il s'est dit: «Non, là, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas». Donc il a appelé les pompiers. Mmh. Il a appelé les pompiers, je sais que les pompiers arrivent, sauf que je suis nue dans mon bain Mmh. et j'ai pas forcément envie qu'on me voie comme ça, donc ma mère et mon chéri m'aident à sortir du bain, mais ça a été compliqué, hein.
Mmh. Et je me souviens que, en fait, je me tenais au chauffage de ma salle de bain, le chauffage mural. J'essayais de trouver une position pour faire en sorte que la douleur soit moins aiguë. Mmh. Et donc là, j'ai ma mère qui m'habille, hein, je n'arrivais même pas à m'habiller. Mmh. Et j'arrive juste à dire que j'ai mal et je comprends pas ce qui se passe, mais et je me dis mais c'est ça des contractions, mais j'ai mal et donc bon, elle m'habille pour que je sois un peu plus présentable quand les pompiers arrivent. Les pompiers arrivent et en fait, j'avais téléchargé une application pour les contractions. Les Parce qu'on te contractions. dit quand tu as des contractions toutes les 5 minutes pendant 2 heures, c'est là que tu vas à la maternité. Et j'avais cette application, mais j'arrivais même pas à l'utiliser parce que j'arrivais pas à mettre stop. Et en fait, quand le pompier est arrivé, ça s'est confirmé parce que le pompier est arrivé, il m'a dit bon alors madame, bon vous me dites quand vous avez des contractions, vous me dites quand ça commence et vous me dites quand ça finit. Mais en fait, j'arrive pas parce que ça ne finit pas en fait. C'est une Mmh. douleur qui est continue, Constante. qui est constante, qui ne me donne aucun répit. Mmh. Et je me dis c'est bizarre, sans imaginer ce qui va se passer après, mais je me dis c'est bizarre parce que moi j'avais compris que les contractions en fait, tu avais une contraction et qu'ensuite tu avais un petit moment de répit et ensuite tu avais une autre contraction, mais tu avais du répit. Et Mmh. là je me dis j'ai pas de répit. C'est pas normal, il y a quelque chose qui est bizarre. Et donc il me demande et en fait plus il me demande alors vous me dites plus ça m'énerve parce que je peux pas lui dire. Il me Mmh. demande oui, le début, la fin, mais j'en sais rien, j'arrive pas. Et puis il me dit est-ce que vous sentez le bébé? Je ne sais pas. Je ne suis pas en capacité de dire si je sens ma fille parce que j'ai Mmh. tellement mal sur ce côté droit que je n'arrive pas à me concentrer, je ne sais pas. Et en fait, là commencent les discussions de savoir où est-ce qu'on va m'emmener. Donc mon chéri explique que je suis suivie dans telle maternité, maternité de niveau 3, que c'est là où on veut aller, c'est là où il faut m'emmener. Et là, ça discute. Ça discute. Les pompiers, ma maman, mon chéri, les pompiers. Je comprends que les pompiers appellent je sais pas qui. Peut-être un truc de régulation. Machin. Et au final, ils me disent non, qu'on va dans une autre maternité, la maternité la plus proche de chez moi en fait. Et cette maternité-là est plus proche. Elle est Mmh. peut-être à 10 minutes. Alors que l'autre maternité, celle que je voulais, de niveau 3, elle doit être à un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Mais en Mmh. ambulance, en un... Et en fait, Mais c'est hyper étonnant. ouais, je sais pas si et je n'ai pas encore pu avoir l'information, mais si quelqu'un sait, j'aimerais bien savoir si on peut s'opposer à la destination. Est-ce qu'on peut Mmh. insister et dire non, je ne veux pas que vous m'emmeniez là, je veux. Est-ce que c'est possible parce que je sais pas en fait Mmh. qu'est-ce qu'ils sont en droit de faire ou pas vis-à-vis de ça. Et du coup, je me souviens que ils amènent un fauteuil roulant parce que je ne peux pas marcher. Mmh. Ils amènent un fauteuil roulant jusque dans ma salle de bain. Je m'assieds, je suis en chaussons. Je n'ai pas de chaussures, hein. Je suis en chaussons. Mon manteau est posé sur moi, mais je ne l'ai pas enfilé. Et les pompiers me sortent de l'appartement. Mon fils est là. Mmh. Mon fils est là. Et Mmh. il voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Il Mmh. voit qu'il y a des pompiers chez lui. Il voit que c'est chaud en fait. Mmh. C'est chaud. Et il comprend pas. Il veut venir me faire un bisou, mais il peut pas. Enfin, et du coup, je pars comme ça. On me met dans l'ambulance. Et mon chéri monte avec moi. Et on m'emmène dans cette maternité que je n'avais pas choisie. Mmh. Et le trajet est compliqué. Mmh. J'en suis à me dire, mais est-ce que ce camion, est-ce que cette ambulance a des amortisseurs? Parce que j'ai l'impression de ressentir Tout. tous les trous Mmh. de la route, toutes les irrégularités de la route, je les ressens et ça me fait mal, si bien que je n'arrive même pas à coller mon dos contre le brancard. Je ne peux pas, il y a un creux en fait entre le brancard et moi parce que je ne peux pas le coller parce que je ressens tous les chocs et ça me fait mal. Donc pour essayer d'atténuer ça, et ben je me mets dans cette position et j'attends et je serre les dents, je serre tout ce que je peux et mon chéri est là et le trajet me semble interminable Mmh. et on arrive dans cet hôpital. Et en fait, je commence un peu à paniquer parce que c'est un hôpital, c'est une maternité qui ne me connaît pas, Mmh. qui ne que je ne connais pas et qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mon dossier. Mmh. Sauf que mon dossier, il y a un passif, quoi. Il y a des antécédents, il y a un historique. Mon dossier, il faut le connaître.
Si je suis suivie en maternité de niveau 3, c'est pas pour rien. J'arrive dans une maternité, c'est un niveau 2. Il n'y a pas de service de réanimation chez eux. Et là, je me dis, mais comment comment je vais faire? Je n'arrive même pas à parler. Mon dossier, je le connais par cœur. Donc, en temps normal, je peux te dire, première grossesse, il s'est passé ça, la deuxième grossesse, voilà, j'ai eu 2 fausses couches. Mais là, je ne peux pas parler. Donc, je ne peux pas leur expliquer mon dossier, ma situation. Ça m'angoisse. Et je sens qu'on traverse des couloirs, je sens que limite les pompiers se perdent dans l'hôpital, parce que j'entends Oh des là non, là. c'est pas là, c'est pas à cet étage. Mais j'ai les yeux fermés. Le seul moyen d'essayer de pas d'atténuer la douleur, mais enfin le fait de fermer les yeux, ça me fait du bien. Et donc je sens qu'on traverse l'hôpital et on arrive enfin à la maternité et on tombe sur une sage-femme. Et cette sage-femme, je pense qu'elle s'en est voulu. Elle a dû s'en vouloir beaucoup. Parce qu'elle a commencé à dire: «Ah bah oui madame, les contractions ça fait mal, hein, Oh les là contractions là. ça fait mal, hein». Et donc mon chéri qui lui dit: «Mais est-ce que vous pouvez, regarder si le bébé respire?» Et elle lui dit, d'un air très, dédaigneux, très condescendant: «Un bébé ne respire pas dans le ventre de sa mère». Oh là là. C'est du n'importe Mon quoi. chéri lui dit: «Bah, est-ce que vous pouvez regarder si ça va?» Et je sens qu'on me met dans une pièce et je vois 2 personnes en face de moi, mais je sais pas qui est qui. Mais je comprends qu'il y a donc cette sage-femme et une gynécologue. Et donc la gynécologue pose les sondes là, enfin pour me faire une échographie, et elle parle pas parce que ça parlait et puis d'un coup ça parle plus. Gros silence et je l'entends dire. Alors je sais plus si ce sont les mots exacts, hein, mais je l'entends dire: le cœur ne bat plus. Je suis à Punaise. 37 semaines passées. On doit me déclencher dans 10 jours. Horrible. Comment se fait-il qu'on me dise là tout de suite que le cœur de ma fille ne bat plus? Ce n'est pas possible. Et là, j'ai vrillé. J'ai commencé à dire, enfin, avant qu'elle dise ça, je l'ai entendu dire, faites rentrer le papa. Et c'est là qu'elle a dit, le cœur ne bat plus. Et j'ai vu mon chéri, j'ai juste eu le temps de le voir s'éloigner dans la pièce. Et moi, j'ai commencé à dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, là, je ne demandais qu'une chose, c'est qu'on m'endorme. Je voulais une anesthésie générale. J'avais tellement mal, en plus j'arrêtais pas de dire j'ai mal, je voulais qu'on m'endorme. Et là je vois qu'il y a plein de personnes qui arrivent parce que c'est une maternité de niveau 2, donc des cas comme moi, ils en ont pas. Ils Ou n'en ils ont doivent en pas. avoir peut-être 2 par an, mais c'est rare. Et là je sens la panique dans la salle. Et moi ça m'angoisse parce qu'ils me connaissent pas. Mon mari a simplement eu le temps de prendre mes échographies. Mais je n'ai que des échographies. Je n'ai pas mon dossier. Parce que mon dossier, il est dans l'autre hôpital. Parce que j'étais censée accoucher dans cet autre hôpital. Je n'ai rien, à part ces échographies. Et donc, il y en a un qui se met à fouiller et à essayer de trouver des informations. Ok, et à dispatcher un peu à donner un peu les informations qu'il trouve dans mes pauvres échographies. Mais tu sens la panique Ah, de leur côté je aussi sens que ça totale. bouge, je sens que ouais, c'est la panique. Et du coup, je les entends dire péridurale. Sauf que je sais que j'ai une piqûre à 19h. Je sais qu'une péridurale, c'est pas possible parce qu'il y a un risque d'hémorragie. Et donc, j'ai le temps de dire dans toute ma torpeur le nom du médicament. Je leur dis Lovenox 19h. Et mon chéri, il est à côté de moi, il me dit mais je leur ai déjà dit. Et je répète plus fort. Je dis dans la salle Lovenox 19h. Et là, tout le monde s'arrête. Ils comprennent qu'en fait, ils peuvent pas me faire une péridurale. C'est pas possible. Et là, c'est le bordel. Et ensuite, je les entends encore dire, demander à mon chéri, mais du coup, à quelle heure elle a mangé? Donc lui, il dit, ben, elle a mangé à midi et quelques. Ok, c'est bon. Et là, j'ai encore le temps de dire, goûter 17h. Et ben là, c'est la merde parce que mon estomac est rempli encore. Donc j'ai fait ma piqûre, j'ai mangé. En fait, c'est vraiment, vraiment pas la situation la plus optimale. Pour eux, c'est vraiment le bordel, quoi. Et du coup, on me fait une anesthésie générale. Et là, c'est le blackout, comme la première fois. Je m'endors et je me réveille le lendemain. Je me réveille quelques heures après, mais je me réveille pas en maternité. Je me réveille en réanimation. Je suis dans un service de réanimation. Ah là là. J'ai été intubée.
Mhm. Et donc quand je me réveille, je sens quelque chose dans ma gorge, ça me gêne. Je sens enfin, dans ma gorge, dans mon nez, j'aime pas, et donc je m'extube toute seule. Il y a plein de machines, il y a plein de bips, et j'ai des trucs, j'ai des fils partout. Et en fait, mon chéri m'expliquera après que il y a eu une suspicion. Ils m'ont fait la césarienne en urgence, et il y a eu une Mhm. suspicion d'embolie pulmonaire. Ok. Comme si un caillot, enfin voilà, mon corps il réagissait pas bien, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et ils ont cru que je faisais une embolie pulmonaire. Donc scanner, IRM, je sais pas, en tout cas bon, le risque a été écarté, mais ça a été chaud. J'ai été branchée à un respirateur, Oh donc mon là chéri là. m'a vu brancher un respirateur avec mon corps qui se soulevait, Mhm. mais en fait, contrairement à la naissance de mon fils, pour la naissance de mon fils, tout de suite les médecins ont dit: votre femme, ça va. Mhm. Votre fils, c'est compliqué, il faut qu'on attende, etc. Là, pour cet accouchement-là, ma fille était déjà partie, mais ils ne lui ont pas dit: votre femme, ça va, parce qu'en fait, ça n'allait pas. Oh là là, Et l'angoisse, il y a mais... une infirmière qui lui a dit: je peux rien vous dire, le médecin va venir vous voir, et là, il est là, quoi. Et en fait, pendant que tout ça se passe, il est avec ma fille, et il a pu rester 2 heures avec elle. Et je Mhm. pense qu'elle était chaude, elle était magnifique. Mhm. Et en fait, elle ressemblait tellement, tellement à son frère. Mhm. Les traits fins, la même couleur de peau, elle avait plein de cheveux noirs, elle était magnifique. Et Mhm. elle s'appelait Inès. Mhm. Et ma petite Inès est restée avec son papa. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il est tombé amoureux de sa fille. Il est tombé amoureux d'elle, et il est resté avec elle. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, la gynécologue qui m'a accouchée est venue me voir, et elle m'a expliqué. Elle m'a Mhm. dit: vous avez eu un hématome rétroplacentaire. En fait, c'est un décollement du placenta. Mon placenta s'est décollé brutalement, ce qui fait que ma fille n'avait plus d'oxygène. Et en fait, ça, Mhm. c'est l'accident obstétrical qui ne peut pas être prévisible. Autant la prééclampsie, il y a des symptômes, il y a des signes Mhm. qui peuvent laisser penser que ça arrive. Non, là, c'est net. En Mhm. gros, si tu n'agis pas dans les 10 minutes, un quart d'heure, c'est fini. C'est fini. Donc, en vrai, si tu n'es pas déjà à l'hôpital, c'est Mhm. chaud. Moi, Mhm. j'étais chez moi, c'était chaud. C'était déjà fini, en fait. Avant même que j'arrive à l'hôpital, c'était déjà fini. Mhm. Et elle m'explique que j'ai eu ça, et le truc, c'est que j'en avais déjà eu un pour ma première grossesse avec mon fils, mais j'avais eu la prééclampsie, donc ça, c'était un peu passé, pas à la trappe, mais c'était en second plan. Mhm. J'ai eu un hématome rétroplacentaire, mais c'était du fait de la prééclampsie, la tension, machin, mais à aucun moment, on ne nous a informé que je pouvais avoir un HRP, comme on appelle ça, À seul, nouveau. Mhm. à nouveau, et seul, c'est-à-dire sans Tu étais prééclampsie. focus sur la prééclampsie. Et pendant tout le suivi, en fait, Mhm. à la maternité de niveau 3, pendant tout le suivi, le focus, ça a été l'attention, prééclampsie ou pas, machin, mais c'est tout. À Mhm. aucun moment, le terme hématome rétroplacentaire HRP n'a été évoqué A été pendant ma évoqué. grossesse. À aucun moment on m'en a parlé, à aucun moment on ne nous a dit que ça pouvait arriver seul. Et en fait, ça a été brutal. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je n'ai pas compris. Parce que si j'avais... Et en fait, le fait d'avoir une douleur sur le côté, ben c'est ça en fait le décollement. Mhm. C'est ça qui a provoqué la douleur. Et en fait, c'était pas anodin d'avoir une douleur uniquement sur un côté, parce que c'était pas une contraction. Et c'est pour ça que Mhm. j'avais pas de répit. Et Et c'est pour ça que, constante. et voilà, c'est pour ça que c'était une douleur en continu sur un côté. C'est parce que c'était un décollement du placenta. Et donc elle m'explique tout ça, et je pleure, et je lui dis, est-ce qu'elle sait où est ma fille? Et elle me dit qu'elle est dans une pièce à la maternité, une pièce spéciale, et elle essaye de me consoler comme elle peut, et elle s'en va. Et donc je suis seule dans cette chambre, et je me dis, mais j'ai du mal à croire
à réaliser ce qui vient de se passer. Ce qui s'est passé. Comment tout ça a basculé en quelques heures, quelques minutes. Comment et j'ai vraiment du mal. Mon chéri arrive et donc je le vois pour la première fois depuis que j'ai eu l'anesthésie et donc je le vois dans un état, je l'ai jamais vu comme ça. Il pleurait, mais je l'ai jamais vu pleurer comme ça. Il était tellement triste, tellement triste. Et là, on se remet en mode équipe, quoi, comme la première fois. Et en fait, je me dis, en fait, ce que je comprends pas et ce que j'ai du mal à accepter, c'est que je me dis, ça fait trop de souffrance pour une seule personne. Ça fait trop de souffrance pour un seul couple. Comment ça se fait qu'on ait tout ça? Comment ça se fait qu'on soit obligé de subir tout ça? La prématurité, la prééclampsie, les fausses couches et maintenant ça, c'est trop. C'est trop lourd. À un moment donné, il faut arrêter. Enfin, il y a trop. Et je comprends pas, en fait. Et je trouve que c'est injuste. Et je comprends pas. Quelque temps après, il y a la psychologue de la maternité qui arrive, qui nous parle, mais ça matche pas, en fait. C'est une question de feeling, hein, comme on disait, mais ça matche pas parce que elle est en décalage. Enfin, comment dire ça? Ouais, un peu avec ce qu'on lui dit, avec notre ressenti, et comme si, c'est pas qu'elle veut taire nos émotions, mais on lui parle d'un sujet, elle nous dit non, ça c'est trop tôt, on verra ça après. Mais c'est pas toi qui décides. Si je t'en parle, c'est que j'en ai besoin en fait, et que ça me fait du bien de t'en parler. Et là, le fait de minimiser, de me dire non, ça c'est, bah non en fait, enfin, bah non, ça va pas le faire. Et du coup, pendant mon séjour, on a dû l'avoir 2 fois, mais sans plus, ça n'a pas plus matché que ça. Et il y a la cadre de la maternité qui arrive. Et en fait, je pense que ce qui nous est arrivé a touché beaucoup de personnes. Parce que je me souviens qu'une des infirmières qui s'occupait de moi en réanimation m'a expliqué que l'infirmière qui s'est occupée de moi au moment de l'accouchement, elle a fait les transmissions en pleurant. Elle a fait les transmissions à sa collègue en pleurant, et sa collègue lui a dit « J'espère que tu n'as pas pleuré devant elle ». Et elle lui a dit « Non, j'ai pas pleuré ». Mais c'est du fait que ce soit une maternité de cette catégorie-là, ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude. Et ils ont vraiment été touchés, mais qui n'était pas touché par ce genre de situation? Et la cadre est arrivée, elle avait les larmes aux yeux, ses yeux étaient rouges, elle m'a prise dans ses bras, et cette cadre-là, je l'oublierai jamais parce que elle a été là. Et même humaine. Après, elle a été là. Et là, on commence à rentrer dans l'administratif. Elle nous explique les options qui s'offrent à nous dans ce genre de situation. Elle nous dit soit on peut récupérer le corps, soit on peut confier le corps à l'hôpital et c'est eux qui s'occupent enfin, ils organisent une crémation, etc. Et là, en fait, avec mon chéri, on se met d'accord tout de suite parce que on se sent pas, en fait, d'organiser des obsèques. Là, c'est trop, là c'est trop. Donc, on décide de laisser l'hôpital s'en occuper, sachant que dans ce genre de situation, il y a 10 jours, tu as 10 jours pour changer d'avis. Donc à ce moment-là, on prend cette décision, on nous demande si on veut faire une autopsie. On dit non, on sait ce qui s'est passé, pas besoin de la charcuter, on veut la laisser telle quelle, on sait à quoi c'est dû, donc c'est pas la peine. Et du coup, la cadre de la maternité nous dit que elle va être incinérée dans tel crématorium et qu'ensuite il y aura comme ce qu'on appelle il y aura une dispersion des cendres dans ce qu'on appelle le jardin des souvenirs. Et en fait, c'est pas un endroit propre à elle, c'est un espace où les cendres des bébés sont dispersées. C'est le jardin des souvenirs. Et donc elle nous explique ça, et elle nous dit qu'on pourra pas assister à la crémation, qu'on sera informé a posteriori, etc. Et ensuite elle me demande si je veux la voir. Et je lui dis mais quand tout de suite? Et elle me dit bah oui. Et je lui dis mais attendez, il faut que je me prépare, oui, amenez-la. Et donc elle part et elle revient avec un drap blanc, avec ma fille enroulée dans un drap blanc.
Et donc, c'est la première fois que je la vois. Et elle la pose sur moi et je fonds en larmes. Et mon chéri fond en larmes et elle est froide. Mm. Elle est froide. Ses lèvres sont noires. Ses lèvres sont noires. Mais elle reste magnifique. Et mon chéri me dit, lui qui l'a vue juste après qu'elle soit sortie de mon ventre, il me dit, elle a déjà changé. Hier soir, elle n'était pas comme ça. Elle a déjà changé. Et moi, je la trouve magnifique et je vois qu'elle a plein de cheveux et elle est parfaite. Mm. Et en fait, ça me met en colère parce que je me dis, elle n'avait rien. Mhm. Elle n'avait pas de malformation, elle n'avait aucune pathologie, elle était parfaite. Et elle ne demandait qu'à arriver Mhm. et elle est partie. Et je trouve ça terriblement injuste. Je comprends pas. Je comprends pas. Et je suis triste et je commence à être en colère et c'est injuste et tout ça se mélange. Mhm. Et du coup, je la prends dans mes bras, mais c'est particulier parce que en même temps, j'ai peur parce que j'ai jamais tenu un mort comme ça, tu vois, dans mes Mhm. bras aussi proche. Et là, c'est ma fille et elle est froide et je sens et cette sensation sur ma joue, sur mes lèvres, c'est difficile parce que Mhm. c'est pas du tout dans ces conditions que j'espérais rencontrer ma fille. La Hein. rencontre. Et du coup, elle nous la laisse un petit moment et je lui dis de me pardonner, que je suis désolée de ce qui s'est passé et que je l'aime et que je l'aimerai toujours et je lui demande pardon. Et au bout d'un moment, c'est la cadre de maternité qui est aussi en pleurs à côté de nous et qui la reprend, qui nous dit que si on veut la revoir, qu'il n'y a pas de souci, qu'on pourra nous la ramener. Mais moi, je me dis que non, en fait, on prend la décision de ne pas la revoir parce qu'elle aura encore changé, elle commencera déjà à un peu se dégrader, donc on veut Mhm. garder en tête cette image. Cette image. Et, et en fait, pendant qu'on l'avait, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Est-ce qu'on doit prendre des photos ou pas? Et Mhm. on s'était dit, bah non, on prend pas de photos, on gardera son visage dans nos têtes. Et en fait, j'ai regretté Mhm. parce que en fait, je voulais la voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de situation, l'hôpital prend des photos systématiquement pour le dossier. Ils prennent les empreintes et ils nous ont donné aussi son petit bracelet de naissance. Mais ils ont des photos. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu récupérer parce que cette fameuse cadre de maternité nous a envoyé toutes les photos qu'elle avait prises, qu'on a pu faire développer chez un photographe professionnel pour avoir une bonne qualité, etc. Et parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'on est censé faire dans ce genre de situation. Ben, on n'est pas préparé à ce On type de n'est situation. pas prêt du tout, du tout, du tout, du tout. Et vous avez été d'une force, mais d'une force surnaturelle. Mais c'était chaud. Je pense que c'est la pire épreuve de toute ma vie. Mhm. J'ai 35 ans, mais ça a vraiment été la pire et je souhaite ça à personne. À personne. Vraiment à personne. Mm. Parce que c'est difficile et je m'en suis voulu beaucoup et à un moment donné, même ce rapport avec mon corps, de me dire, ben mon corps il n'a pas fait le taf quoi. Mm. Mon corps il m'a trahi, je lui fais plus confiance, il n'a pas fait le taf. Mhm. Il a, en fait, ce qui est censé être une maison, ce qui est censé Mhm. être un cocon, devient limite une prison. Mhm. Ça devient un endroit hostile Mm. pour le bébé. Et ça, c'est difficile à accepter de me dire qu'en fait, mon corps, il peut pas faire le taf jusqu'au bout, en fait, que là, il a fauté. Et je lui en veux énormément. Ma psychologue me dit, mais en fait, si, il a fait le taf, Mm. quelque part. Parce que vous êtes là. Mhm. Parce que s'il n'avait pas fait le taf, vous ne seriez pas là. Mhm. Et c'est vrai qu'il ne m'a pas donné tout ce que je voulais, mais il a fait en sorte que je sois toujours là. Mhm. Et c'est bizarre de parler de son corps à la troisième personne, mais j'ai l'impression de Qui a comme dissocier une mon esprit, dissociation, ouais. ouais, Mhm. mon esprit, mon âme et mon Du enveloppe. corps. Mhm.
et quelque part, venir dire: c'est lui qui est responsable», en fait, c'est moi, parce que mon corps, c'est Mhm. moi. Et encore maintenant, c'est compliqué, mais Et c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, sans crier gare. Il y avait déjà cet antécédent, mais tu n'avais pas cette info-là. Encore une fois, on sent qu'il y a encore un manque d'information, il y a une désinformation, il y a eu plein de choses qui se sont passées, etc. Et ouais, et en fait, c'est vraiment lors de ce séjour dans cet hôpital-là qu'on a compris beaucoup de choses. Mhm, En fait, on s'est dit: «OK, maintenant on est armés, maintenant on sait, mais à quel prix?» mhm, Le prix, c'est la vie de ma fille, mhm, et ça ne devrait pas être le prix, mhm, parce que ces informations, on aurait pu les avoir avant. Alors je mhm, sais pas quelle aurait été l'issue, mais mhm, je pense que j'aurais dû être hospitalisée avant. Et même en ayant été hospitalisée, on ne sait pas, parce qu'il faut réagir tellement vite dans ce genre de situation, on ne sait pas si l'issue aurait été différente. Mais au moins, mhm, j'aurais été à l'hôpital et mhm, j'aurais peut-être eu plus de chance. Alors mhm, que là, c'était déjà plié. Et du coup, ce premier jour en réanimation, j'ai la gynécologue qui me suivait dans la maternité où je devais accoucher qui m'a appelée et je pleurais. mhm, Je pleurais au téléphone et je lui disais que je n'avais pas compris ce qui se passait. Que je n'avais, parce qu'en fait, elle me disait: «J'ai été informée, que vous aviez accouché, qu'il s'était passé ça», enfin, et je n'arrêtais pas de lui dire: «Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris ce qui se passait». Et finalement, enfin, elle m'a proposé, si je voulais être transférée, dans son hôpital, et je lui ai dit: «Oui, c'est vous qui avez mon dossier», et finalement, ils m'ont tellement gardée en réanimation que bon, le transfert, s'est pas fait. Et j'ai dû, ouais, je suis restée 3 jours en réanimation. J'ai été transfusée. mhm. Heu, on m'a donné du sang parce que, à ce niveau-là, ça n'allait pas. Et c'est particulier la réanimation parce que je suis restée allongée 3 jours. Je me suis pas levée. On me lavait dans le lit. Mhm. Et puis c'était un lit qui faisait des vagues. Et je pense, un lit un peu robotisé qui faisait des vagues, parce que comme les personnes sont allongées tout le temps, c'est, je pense, un peu pour stimuler les muscles, ou mais moi j'aimais pas du tout la sensation, donc j'ai arrêté. Mais j'étais lavée, enfin on me faisait une toilette dans le lit, enfin on me faisait tout dans le lit, et je Mhm. restais et j'étais allongée. Et une fois que mon état s'est un peu stabilisé, j'ai été transférée en maternité, Dans le service de la maternité, dans le service de la maternité avec des avec mamans des et des bébés. et donc on arrive, et je crois qu'on a oui, en entrant dans la maternité, j'ai pleuré. Rien que Mhm. de f Rien que le fait de voir, les murs roses. C'est quand même hallucinant qu'il y ait pas une partie dédiée ou même un autre service, enfin, quel que soit. C'est quand même hallucinant qu'il y ait pas cette délicatesse dans des situations comme ça. Là, alors, elles m'ont mise dans une chambre un peu à part, au bout d'un couloir, mais on entendait quand même. Mmh. Mmh. On entendait, les pleurs, et cetera, donc Mmh. une fois qu'on s'est installés dans cette chambre-là, il y a une sage-femme, qui est venue nous voir après, qui était géniale. Les deux personnes vraiment qui nous ont soutenus et qui ont été là, ça a été la cadre de la maternité et cette sage-femme, Mmh. que je remercierai jamais assez parce qu'elle a pris le temps de répondre à nos questions, de nous expliquer, parce qu'elle est venue dans la chambre, elle a fait un point sur le dossier, puis à la fin elle nous dit: «Est-ce que vous avez des questions?» Et donc je lui dis: «Oui, on a des questions, mais les questions elles sont pas pour vous. Elles sont pas pour cet hôpital-là, elles sont pour l'autre hôpital, là où je devais accoucher, par rapport au suivi, et cetera». Et là, en fait, mon chéri a dit tout ce qu'il avait sur le cœur, tout ce qu'il avait pas compris, pourquoi, il avait été décidé un déclenchement à 39 semaines compte tenu de mes antécédents, compte tenu de pourquoi on ne nous a pas informés sur, l'HRP, Mmh. hématome rétroplacentaire, parce que le fait d'en avoir déjà eu un, c'est un facteur de risque. Mmh. Le De fait d'avoir de la récidive. tension,
c'est un facteur de risque, de récidive. Il y a plein de choses, en fait. Et en fait, elle nous a expliqué comment les choses fonctionnaient, etc. Et je me souviens lui avoir dit mais est-ce que vous pensez que la gynécologue qui me suivait a été informée de mes passages aux urgences? Parce que pour moi, c'était inconcevable que la gynéco qui me suivait n'ait pas été informée. Pour moi, une patiente vient, elle vient aux urgences, elle est suivie par tel médecin, ben, on dit à ce médecin que la personne est venue. Et c'était la gynéco de la maternité ou c'était une gynéco de ville? Je ne sais pas. C'était la gynéco de la maternité qui faisait des consultations. Et du coup, ben, même hôpital, quoi. Donc pour moi, les Oui, gens se parlent, les services se parlent. Donc si je passe aux urgences, évidemment. forcément, l'information a été communiquée. Et en fait, non. Et en fait, non. Non, non, C'est, non. Elle ne c'est... savait pas que j'étais venue 2 fois aux urgences. Mais c'est impensable. Mais impensable. Donc les décisions qu'elle a prises n'ont pas été... Enfin, elle n'a pas pu tenir compte de ça. Ben, en fait, la gynécologue qui me suivait, qui m'a suivi tout au long de ma grossesse, avait validé l'accouchement par voie basse, le déclenchement à 39 semaines. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'entre elle et les urgences, donc les gynécos ou les sages-femmes qui sont aux urgences, il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de lien. Donc, en gros, je suis passée aux urgences, mais elle a jamais été informée que j'étais passée aux urgences. Et peut-être que il y aurait eu d'autres décisions et en fait, non, je sais qu'il y aurait eu d'autres décisions de prise. Cette sage-femme de cet hôpital de niveau 2 nous a dit, bah, si ça avait été chez nous, on vous aurait déclenché à 36 semaines. Et moi, ça me fait mal d'entendre ça. Ça, ça me fait mal parce que je me dis, quelque part, ça aurait pu être évité. Et en fait, c'est ce qu'on pense, je pense qu'il y a eu un excès de confiance, un excès de zèle. Parce que tu vois, cette maternité de niveau 2, comme je te disais, des cas comme moi, ils en ont pas. Donc quand moi j'arrive, limite, je suis comme une VIP. Ils sont tous aux petits soins. Mais dans l'autre maternité de niveau 3, Ils ont tellement il plus l'habitude. l'habitude, voilà, d'avoir des cas comme moi. Limite, je deviens un cas parmi tant d'autres. Et Un c'est comme si on numéro. avait banalisé, en fait. Et c'est ça, en fait, que je trouve grave, c'est que même si c'est une maternité qui a l'habitude de traiter ce genre de cas, ça ne les rend pas moins importants. Chaque situation est aussi importante et le fait de minimiser ou de rendre banales ces situations, ben c'est ça qui est pas ok parce qu'à la base, ce sont des situations qui sont pas classiques, ce sont des parcours qui sont pas classiques. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui a péché un excès de confiance et de se dire on pousse jusqu'à 39 parce Jusqu'à que bah, 39. ça va, tu vois, ça se passe bien, sauf que bah, vu les antécédents, bah, il aurait peut-être fallu déclencher plus tôt. Et puis, il y a aussi une minimisation de tes ressentis. Parce que ton dernier passage aux urgences, il est pas anodin. Tu ressens quelque chose et tu ne te sens pas écouté, pas prise en compte. Oui, c'est ça. En fait, on se base sur des chiffres au moment où tu passes, les infos sont bonnes, donc c'est OK en fait, c'est OK. Mm, c'est ça. Et du coup, elle nous a vraiment, cette sage-femme, apporté beaucoup de réponses et on l'a vu plusieurs fois. Et au final, j'ai dû rester au total peut-être 5 jours. Et du coup, on est rentré. Mais j'étais dans un état. J'étais en pyjama toute la journée, je pleurais toute la journée. En fait, j'alternais entre dormir, pleurer. Et en fait, je me souviens que la semaine où je suis rentrée, j'ai eu une visite d'un proche. C'était pas une visite qui était prévue parce que moi, j'avais pas particulièrement envie de recevoir du monde, sachant qu'entre-temps, donc ma mère était déjà sur place, mon père est arrivé en catastrophe, mes beaux-parents sont arrivés aussi en catastrophe, ils sont tous arrivés à un jour d'intervalle, on les a vus à l'hôpital, sachant que à l'hôpital, les visites étaient interdites, mais ils ont fait une exception pour nous. Et du coup, ce proche est venu, il devait, de ce que j'ai compris, juste déposer quelque chose, mais en fait, il est venu, il s'est installé avec sa femme et ils sont restés, sauf que moi, j'étais pas en état. J'étais en chemise de nuit, j'avais mes bas de contention. Ça faisait même pas 5 minutes qu'ils étaient arrivés que j'étais déjà en train de pleurer, sauf que j'ai pas forcément envie de pleurer devant les gens.
Mmh. J'ai pas envie. Mais en fait, il a dit quelque chose. En fait, il m'a perdue assez rapidement. Il a commencé à me dire: «Oui, tu te souviens d'une telle, Non. Oui, 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 si, tu l'as déjà vue, tu te souviens? Bon, peut-être. Ah bah, tu sais, elle a été dans une situation un peu similaire, mais plus difficile». Bon, à partir du moment où tu me dis: «C'est Mmh. plus difficile», Mmh. tu m'as perdue. Mmh. Mmh. C'est pas une compétition. Mmh. Qu'est-ce que tu en sais que c'est plus difficile, moins difficile? Tu en sais rien, en fait. Pourquoi tu me dis: «C'est plus difficile»? Personne ne peut être à ta place, personne ne peut ressentir ce que tu ressens, personne. Voilà, et puis il commence à il m'explique sa situation. Oui, pour telle raison, elle a dû, mettre fin à la grossesse à 5 mois ou je sais pas quoi, mais après elle a eu 3 enfants et en fait, je sais que ça partait d'un bon sentiment. Mmh. En C'était fait, pas c'était malveillant. pour me voilà, c'était pour me dire que c'était pas une finalité, qu'il y a de l'espoir et que ça n'empêchera pas, mais en fait, à l'instant, à ce moment précis, C'était maladroit. je m'en fous. Mmh. Tu me dis une telle, je m'en fous. Mmh. J'ai pas besoin que tu me parles d'une telle, j'ai pas besoin en fait. Et en fait, cette maladresse, ça m'a touchée et j'ai Mmh. dit: «C'est bon, je veux pas de visite». Parce que Mmh. je suis pas en capacité de gérer la maladresse des autres. J'ai déjà du mal à gérer ma tristesse. Mmh. Et justement, alors, est-ce que tu pourrais parler justement de cet aspect-là? C'est vrai que les proches ne s dans ces circonstances exceptionnelles, comme tu dis, on n'est pas préparé à ça et on ne sait pas, en fait, comment réagir. Est-ce que tu peux en parler? Alors de ton vécu à toi, hein, mais Ben, je pense que, déjà chaque personne, fait son deuil à sa manière. Il y a des personnes qui préfèrent être entourées, il y a d'autres personnes qui préfèrent être seules. Et je pense qu'il faut tout simplement respecter la façon de faire son deuil. Moi, typiquement, au début, j'ai été très entourée parce que, j'avais mes parents, mes beaux-parents et ça m'a soulagée, ne serait-ce que pour m'occuper de mon fils parce que j'étais pas en capacité de m'occuper de lui, l'emmener à l'école, faire à manger. Enfin, j'étais vraiment comme un zombie mmh. dans la maison. Puis j'avais mal à ma cicatrice, donc très entourée, mais j'ai vite ressenti le besoin d'être, seule. Et quand je dis seule, c'est avec mon compagnon et mon fils. Mmh. C'est tout. Parce que, faire la société, en fait non, j'ai pas envie de parler, j'ai pas il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins bien et des jours où j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie d'échanger, même pour dire des banalités, j'ai pas envie. Donc je pense qu'il faut vraiment respecter la volonté de la personne, ne pas forcer. Mmh. Après, j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai reçu des appels que je n'ai pas pris parce que je voulais pas parler. Et jusqu'à aujourd'hui, je prends pas d'appel, je préfère Mmh. échanger par message. J'ai eu la chance d'avoir ce que j'ai appelé une garde rapprochée. Une garde rapprochée avec des amis qui ont été persévérantes, qui ont été tenaces parce qu'elle m'envoyait des messages, je répondais pas forcément, ou je répondais longtemps après, des jours après. Et malgré ça, elles étaient là. Elles continuaient à m'envoyer des messages, mais pas forcément des messages qui nécessitaient une réponse, hein. Juste un message disant je pense à toi, ou je t'aime, ou avec des smileys et des cœurs. Et du coup, je me sentais pas forcément obligée de répondre. Et je répondais quand j'en avais envie ou si j'en avais envie. Et en fait, ça me faisait chaud au cœur parce que je me disais que mes copines pensent à moi, que mes amis pensent à Tu n'es pas moi, seule. je suis pas seule. Et en fait, ça m'allait bien parce que ça respectait mon besoin d'être seule, ça respectait, mais en même temps, j'avais des attentions particulières. Donc, je pense que voilà, il faut respecter la façon de faire le deuil, il faut faire attention aux mots employés. Mmh. Parce que je me suis rendu compte que je m'attardais beaucoup sur les mots et je me souviens d'un ancien collègue assez proche qui du coup enfin je lui ai dit que ma fille était partie. Il m'envoyait des messages, enfin il insistait et il m'appelait et j'ai dû lui Mmh. dire que je préférais en fait par message, que j'étais pas prête à prendre des appels. Et quand j'ai fini par lui répondre, je me souviens d'un de ses messages où il disait: «Ah, ça fait du bien d'avoir de tes nouvelles. Bon, bah, on s'appelle bientôt pour se parler de tout ça».
Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Se parler de quoi? Moi, j'ai rien à dire, en fait». Et c'est peut-être pas méchant, encore une fois, mais c'est juste la formulation. Mhm. En fait, c'est pas genre, «J'ai perdu mon portable, donc on Mhm. va pas se parler de tout ça». Mhm. Les C'est mots ont pas ça. leur importance. Ah, les mots ont vraiment une importance capitale et il faut faire attention. Ils résonnent en toi, en fait. Ah oui, Mhm. les phrases, genre parce que souvent dans ce genre de situation, bah, alors pas à ce stade parce que là c'est vraiment, mais pour les fausses couches par exemple, un peu plus précoce, on va dire: «La nature est bien faite». Mhm. Bah non, en fait, la nature est bien faite, bah, pas toujours. Mhm. Donc les phrases comme ça, En fait, voilà, faut c'est des éviter. phrases bateau comme ça qu'on a tendance à coller et à dire comme ça parfois même sans y réfléchir et Ouais, et ça fait qui pas ont du toute leur bien. importance et qui résonnent complètement différemment pour la personne qui le vit. Enfin, le proche aussi, il sait parfois pas comment faire. En fait, il est mal à l'aise et du coup, il en devient maladroit et il se dit Oui, qu'il faut dire quelque chose alors que peut-être que parfois, en fait, il y a rien à dire. En fait, peut-être que ouais. parfois, la personne a besoin d'être écoutée ou pas, ou n'est pas encore prête et parfois il y a rien à dire en fait. Oui, c'est ça. Parfois, il y a rien à dire et juste de sentir la présence de l'autre personne, ça suffit. Ou voilà, éviter les comparaisons avec, une telle qui a eu ça, on s'en fout. Nous dire, «Oui, mais t'inquiète pas, tu auras d'autres». Mais je m'en fous, en fait, c'est pas les autres que je Mhm, veux, c'est elle que je veux, c'est ma fille que je veux. mhm, Et je me suis trouvée un peu dure, mais en fait, je me suis dit: «C'est la seule période de ma vie où je vais m'autoriser à être égoïste et à ne mhm, penser qu'à moi, qu'à mon bien-être». Et je mhm, sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient et veulent toujours nous voir, qui veulent nous rendre visite, mais je vais pas dire oui pour leur faire plaisir. mhm, Si je dis oui, c'est qu'à un moment donné, ça va me faire du bien, que j'ai envie de les voir, et cetera. Mais je vais penser qu'à moi et à aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc non, il y aura pas de visite. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que qu'il faut bien garder en tête, c'est que le temps du proche n'est pas le temps du parent. Dans le mhm, sens où, souvent, pour se rassurer, enfin, ça rassure les proches de se dire, ou de dire aux parents endeuillés, mais t'inquiète pas, ça va aller mieux, vite. En fait, il y a cette notion d'urgence. En gros, il faut aller mieux, vite. Sauf que non, ton temps n'est pas mon temps. mhm. Mon temps s'est un peu arrêté et j'aurais besoin d'un certain temps pour accepter, Refaire comprendre, surface. digérer, refaire surface. Donc ne me demande pas d'aller mieux vite, c'est pas possible. Mhm. C'est pas possible. Et même si en surface ça va mieux, ben à l'intérieur, Ton voilà. cœur saigne. Il faut vraiment, je pense, essayer de laisser, du temps et de l'espace dans la mesure de ce qu'il souhaite, mais voilà, éviter les comparaisons, éviter les phrases toutes faites, juste montrer qu'on est là et la personne viendra, vers le proche, quand elle se sentira suffisamment forte et suffisamment prête. Parce que tout à l'heure, on parlait du rapport au corps, la trahison quelque part que j'ai ressentie, mais il y a un sentiment dont je n'arrive pas à me défaire, c'est comme une honte. Mhm, Parce que je me dis: «Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à aller au bout de cette grossesse. J'ai été défaillante. Mon corps a été défaillant à un moment donné». Et du coup, il y a aussi le regard des autres. C'est très difficile parce que, au-delà du cercle très très proche, qui sait exactement ce qui s'est passé, ben, il y a le cercle un peu moins proche, ou même des inconnus, ou des connaissances qui m'ont vue enceinte. Et mhm, donc à un moment donné, il va falloir leur dire: «Je ne suis plus enceinte, mais je n'ai pas de bébé». Ça, c'est mhm, difficile. Rien que le fait de devoir affronter le regard des autres et de devoir dire qu'il y a pas de bébé, c'est compliqué. mhm, C'est vraiment, très, très compliqué. Et puis ouais, c'est ce sentiment de se dire, «Je suis pas capable, j'ai pas réussi», le regard des autres, enfin, tout ça, c'est vraiment, c'est difficile. mhm. Tu n'es pas encore à cette étape-là. Bah, parfois, j'y suis un peu, obligée parce que Contrainte. l'autre jour, j'ai croisé une maman,
dont le fils est dans la classe de mon fils, et elle m'a vue enceinte, et je la croise pour la première fois, et elle me dit: «Alors, c'est bon, vous avez accouché?» Et là, Mmh. je lui dis: «Ben, non, enfin, oui, mais il y a pas de bébé» ou Mmh. enfin, c'est compliqué parce que du coup, C'est ça difficile. fait remonter, ça fait tout remonter. Là, je parlais de la fin du séjour, à la maternité, mais il y a eu des suites, de couches un peu compliquées parce que, bah, du coup, j'ai eu ma césarienne qui m'a fait mal un certain temps, et quelques jours après, la cicatrice s'est réouverte, donc j'ai Oh là dû là. être, réhospitalisée, j'ai dû repasser au bloc, et ça aussi, ça a été une épreuve parce qu'au final, le bloc, bah, j'y suis déjà allée 2 fois, mais je l'ai jamais vu parce que Mmh. j'étais sous anesthésie générale. Alors que là, j'avais eu une rachianesthésie, donc que le bas, Mmh. et donc le chemin pour aller au bloc, je pleurais, avec les anesthésistes, je pleurais, arrivée au bloc, bah, il fait froid, il y a un champ, où on voit pas ce qui se passe, mais il fait froid, j'avais Mmh. une couverture chauffante, l'anesthésiste était à côté de moi, et puis elle était très gentille, elle me dit: «Est-ce que vous voulez écouter un peu de musique?» Et je lui ai dit: «Oui», en fait, je lui ai demandé de mettre du Patrick Saint-Éloi, donc il y a Mmh. eu du zouk dans le bloc, et en fait, la situation m'a semblé tellement incongrue. Mmh. Patrick Saint-Éloi était en train de chanter dans le bloc. Mmh. Mais ça m'a fait tellement de bien Ça parce t'a que fait du bien. c'est Mmh. familier, c'est une musique qui est réconfortante, pour moi, et donc ça m'a un peu mis du baume au cœur, mais ça m'empêchait pas de sentir qu'il y a quelque chose qui se passait au niveau Mmh. de ma cicatrice. J'avais pas mal, mais je sentais que ça bougeait. C'était très particulier comme sensation, et puis à un moment donné, je pense que c'était trop, et l'anesthésiste a vu que ça commençait à être trop, et donc elle m'a endormie, Mmh. et j'ai dû me réveiller peut-être une demi-heure après. Mais ouais, cet épisode-là a été compliqué, et puis en rentrant, ben, des soins avec des infirmières qui venaient tous les jours pour changer le pansement. Enfin, la cicatrisation a été beaucoup plus complexe que Plus pour ma difficile. première grossesse. Et en fait, j'avais l'impression que c'était comme une histoire sans fin. Mmh. Euh, Comme si Ça j'allais s'arrêtait jamais pas. en voir le bout. Et finalement, j'ai pu en voir le bout. Et les infirmières qui sont venues ont respecté ma pudeur parce qu'elles ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puisque j'ai demandé des soins post-césarienne, elles arrivent chez moi, elles voient du matériel pour bébé, elles voient une table allongée, mais il n'y a pas de bébé. Mmh. Et à chaque fois qu'elles viennent, il n'y a pas de bébé. Et donc je pense qu'elles ont compris et elles ont respecté, et je les remercie vraiment pour ça parce que... Il y en a même une qui m'a dit, parfois ça fait du bien de parler à un étranger. Donc si un jour vous avez besoin de parler, bah, je suis là. Et le simple fait de me laisser cette De possibilité, proposer. de proposer, ça m'a fait du bien. Mmh. Et par rapport à l'accompagnement, mon chéri avait trouvé une association qui s'appelle Agapa, Mmh. et qui est spécialisée dans l'accompagnement lié au deuil périnatal. Et donc on les a contactés, et j'ai eu une séance toute seule, il a eu une séance tout seul, et moi ça m'a fait du bien, mais j'étais moins fan que le suivi avec ma psychologue parce que Avec ta psychologue? j'avais commencé à avoir une psychologue, je préférais ce suivi-là. Donc au final, moi, j'ai continué avec la psychologue et mon chéri a continué avec l'association. Mmh. Le fait de voir cette psychologue, ça m'a fait énormément de bien parce qu'elle elle était pas là à vouloir défendre à tout prix l'hôpital. Je pense qu'elle a senti qu'il y a quelque chose qui avait merdé, c'est le cas de le Mmh. dire. Elle essaye jusqu'à présent, hein, de déverrouiller certaines choses. Elle me demande, mais est-ce que vous avez confiance dans l'équipe médicale? On aborde beaucoup de sujets, et elle me fait beaucoup de bien. Et je pense que une des étapes aussi qui a été très importante, c'est le rendez-vous qu'on a eu avec la gynécologue qui me suivait. Mmh. Parce que juste après être sortie de l'hôpital, donc la première fois, donc première hospitalisation, j'ai appelé tout de suite, et elle m'a rappelé, et je lui ai dit, ben, on voudrait avoir un rendez-vous avec mon chéri parce qu'on a des questions.
Et donc, elle nous a reçus assez vite. Et en fait, j'appréhendais beaucoup ce rendez-vous parce que je me suis dit, ça passe ou ça casse. Si elle est dans une attitude, c'est pas de la faute de l'hôpital, ou on n'a rien fait, ou on est clean, etc., ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va partir en cacahuète. Ça va pas le faire. Par contre, si elle est dans une attitude, et c'est cette attitude qu'elle devait avoir pour nous, de mea culpa, de remise en question, là, peut-être que on pourra discuter. Et en fait, c'est cette attitude qu'elle a eue, à s'excuser, à être navrée, à nous présenter ses condoléances, à nous refaire tout le film, parce que je me rends compte au final qu'elle a été interrogée toutes les personnes qui m'ont vue lors de mon deuxième passage aux urgences. Parce que toi, c'était important de reconstruire, en fait. Pas forcément, enfin, on avait des questions, et on voulait aussi qu'elle justifie certains choix de l'hôpital, par exemple les 39 semaines, etc. Mais en fait, dans la préparation de ce rendez-vous, parce que c'est facile ni pour elle ni pour nous, elle a tenu à auditionner toutes les personnes qu'on a vues aux urgences. Vous avez vu telle personne, il a fait tel truc, vous avez vu telle personne, tel truc. Et en fait, elle nous a aussi expliqué qu'il y avait des protocoles, des process qui allaient changer au sein de l'hôpital du fait de ce qui nous était arrivé, pour justement améliorer la prise en charge. C'est là aussi que j'ai appris qu'elle n'avait pas été mise au courant. Et en fait, elle me dit que si elle avait été mise au courant quand je suis passée aux urgences la première fois, elle m'aurait hospitalisée. Et ça me fait mal, encore, parce que je me dis, mais comment ça se fait que dans un même hôpital, il n'y ait pas cette transmission d'informations? Communication, c'est la base, la communication, surtout dans le même hôpital en plus. Mais oui, je comprends pas. Je comprends pas. Et elle nous a demandé si on souhaitait rencontrer les personnes qu'on avait vues aux urgences, et on lui a dit, bah non, c'est pas la peine. Ce rendez-vous m'a un peu apaisée. Parce que j'ai eu les réponses à nos questions, et parce que on lui a fait prendre conscience que pour nous ça aurait pu être évité, qu'il y avait eu des manquements, des manquements au niveau de l'information, qu'on aurait dû nous informer. Et elle a reconnu qu'elle aurait dû nous informer plus sur le risque d'HRP. Et donc ça nous a un peu apaisé. Je sais que, enfin, mon chéri a dit tout ce qu'il avait sur le cœur, et c'était nécessaire. Il s'est vidé, et elle aussi, hein, je l'ai vue avec les larmes aux yeux. Enfin, on peut pas rester insensible à ce genre de situation. Donc ça nous a fait du bien. Et puis, en fait, dans un deuil périnatal, il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est difficile, il y a tout l'aspect administratif. Là, on parlait des obsèques, mais il y a tout l'aspect, il faut le dire à la Sécu, il faut le dire à la CAF, il faut le dire à son employeur, il faut le dire... c'est lourd. Et puis, de me dire, mais du coup, j'ai pas de bébé, mais est-ce que je suis toujours en congé maternité, ou est-ce que j'ai plus de congé de maternité? Est-ce que ça veut dire que je dois aller retravailler tout de suite? Il y a un stade, je crois que c'est 22 semaines. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais il y a un stade où si tu perds ton bébé après, tu bénéficies de ton congé maternité. Du congé maternité, d'accord. Et du coup, vu que moi j'étais à 37 semaines, en fait, j'ai bénéficié de mon congé maternité jusqu'à la fin. Donc ça, c'est lourd. Et comme je disais, l'annonce aux personnes qui m'ont vue enceinte, c'est délicat, l'annonce à notre fils. Oui. Alors ça, il n'y a pas de formule ou de process parfait, mais on a essayé de lui expliquer avec nos mots, parce qu'il a senti, il a bien vu que je m'étais absentée pendant plusieurs jours. Je sais qu'il a dit à ma mère, une fois en sortant de l'école, qu'il allait faire une surprise aux pompiers, parce qu'ils avaient guéri sa maman, des choses comme ça. En fait, on lui a expliqué que Inès, oui, elle devait venir, mais qu'elle ne viendra pas, qu'elle était montée au ciel, qu'elle était au paradis des bébés, qu'on était très triste, et que s'il nous voyait pleurer, que c'était pas grave, que c'était juste qu'on était triste. Et il a compris, et il a digéré l'information, et en fait, mon fils l'a fait vivre, parce qu'il en parle, ça sort de nulle part, mais il en parle. Il en parle, avec son innocence. Oui, par exemple, l'autre jour, il faisait des blagues, et puis il me dit,
Ah, il rigole et il dit: «Ah, bébé», alors elle avait un surnom, mais en gros, Inès, «Ah, elle doit être, en train de rigoler au ciel», parce qu'il racontait des blagues, quoi, et il rigole Mmh. et moi, en fait, ça me fait du bien parce qu'il l'a fait Mmh. exister. Il l'a fait exister. L'autre jour, il m'a posé aussi une question où là, j'ai été en difficulté. Je j'ai pas Mmh. su, je me suis dit: «Mais comment je vais lui répondre?» Il me dit: «Mais maman, Inès, elle habite où?» Et je Mmh. lui dis: Elle habite au paradis des bébés, au ciel. Mais pourquoi elle descend pas?» Mmh. Alors comment lui expliquer? Donc je lui dis, que c'est pas possible, mais je vois qu'il comprend pas. Mais c'est qu'elle veut pas descendre. Si, si, elle voudrait bien, mais c'est pas possible en fait. Et après j'ai changé de sujet, mais ça a été Mmh. une des questions les plus difficiles parce que je ne savais pas Comment, lui comment faire lui comprendre répondre, et puis il à y a un son moment, niveau? ouais, j'ai posé le mot, je lui ai dit: «Mort» ou «mourir», que j'avais jamais utilisé, mais je lui ai dit à un moment pour qu'il puisse vraiment se rendre compte. Mmh. Puis on a prévenu aussi son maître pour qu'il puisse rester attentif, s'il y avait quelque chose à l'école, donc tout ça, enfin, tout le après. Et il y a déjà la douleur par Mmh. rapport à l'événement et puis il y a tout le après à gérer, Tout ce qui est tout à ce qu'il y a côté. autour à Mmh. gérer, les différentes annonces. Moi, par exemple, sur les réseaux sociaux aussi, je suivais, certaines filles et qui avaient comme par hasard à peu près un terme un peu, enfin, qui devaient accoucher dans Proche la du même tien? période. Ouais, je me suis désabonnée parce que en Mmh. plus, comme par hasard, il y en Pour a te une, préserver. ouais, qui a appelé sa fille Inès et je me suis dit: «Non, là, c'est trop». En gros, je Mmh. vais voir sa fille grandir et je verrai pas la mienne, Mmh. même si j'aimais beaucoup ce qu'elle proposait, mais je me suis déconnectée et enfin désabonnée. Et je me suis abonnée à d'autres comptes qui Mmh. parlaient du deuil périnatal et qui faisaient écho un peu à ce que je ressentais à ce moment-là. Il y a un compte qui s'appelle À nos étoiles, il y a À nos étoiles et l'autre c'est, Mais presque rien. Mmh. Des femmes qui ont perdu des bébés, qui ont eu beaucoup de fausses couches et du coup ça fait écho et c'est là que j'ai trouvé aussi du réconfort Mmh. parce qu'elle verbalisait exactement ce que je Parce que ressentais toi, à tu vivais enfin, il y avait ouais, des personnes qui avaient à peu près le même vécu et tu t'es sentie comprise finalement. ouais, c'est ça, tout à fait. Mmh. Je pense qu'en termes de prise en charge, on nous laisse un peu, enfin, il y a ça qui se passe, on perd notre bébé et après on rentre chez nous et on nous laisse un peu à l'abandon. Mmh. Et si, en tant que parent endeuillé, on ne fait pas nous-mêmes la démarche de se rapprocher d'un psychologue ou d'une association, en fait, il y a rien. Il y a rien qui est Mmh. prévu et un psychologue, ça a un coût. Mmh. Alors c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. On peut avoir une mutuelle, mais qui va prendre quoi? Peut-être 3-4 séances en charge et même pas à 100. Donc il y a un coût financier et tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir du coup un suivi, psychologique approprié Mmh. et je pense que ce serait le minimum de proposer un certain nombre de De séances prises en charge. prises en charge à 100. Mmh. Et c'est vrai que le deuil périnatal reste, très tabou. On n'en parle pas. Comme tu dis, en plus, il y a pas grand-chose, en fait, qui est mis en place pour les parents. J'espère que qu'il y aura des choses qui seront mises en place pour aider un peu les parents à traverser cette épreuve qui est juste, horrible. En tout cas, merci beaucoup Audrey. Merci pour ce témoignage en toute transparence qui aidera sûrement d'autres femmes. Et puis, tu as une force inestimable, des ressources inestimables et une puissance juste extraordinaire. Et j'ai juste pas de mots en fait face à ton histoire, face à ton parcours et face à ta force en fait. Vraiment, merci pour ça, merci pour tes mots. Et c'est vrai que c'était avec beaucoup d'émotion qu'on a partagé ce moment. Et merci encore. Merci à toi et si, je peux rajouter juste 2 petites Bien choses. sûr. On a parlé du ressenti des femmes et je pense que c'est important d'insister sur ça. Je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance. Il faut s'informer, il faut se faire confiance, il faut verbaliser les choses, il faut poser des questions, il faut pas avoir peur, faut pas oublier que c'est pas notre métier, hein, donc on est en droit de poser des questions. Mais il faut vraiment, arrêter d'infantiliser, les femmes et d'arrêter Mhm. de minimiser leurs ressentis parce qu'il
il y a un ressenti, c'est pas pour rien. Et parfois, c'est un signal, parfois, c'est un signe. Donc, je pense qu'on mérite d'être plus prise en considération, de vraiment faire attention à ce qu'on dit et surtout à ce qu'on ressent. Et ça pourrait peut-être parfois éviter certaines situations. Et tu vois, j'ai fait ce podcast avec toi, j'ai fait cet épisode pour rendre hommage à ma fille. À Inès, qui est là avec nous, là. Elle est avec nous. Là, et j'en profite pour faire un autre hommage. Je voudrais te le faire à toi. Parce que tu fais, Mélissa, un travail extraordinaire. Et je pense qu'on ne te le dit pas assez, et je te l'ai déjà dit, et je profite de cette tribune pour te le redire. Tu consacres beaucoup de temps et d'énergie à ce podcast, à ces épisodes. C'est du temps que tu passes pas avec ta famille, avec ton enfant, avec ton compagnon. Et tu as un réel investissement. Aujourd'hui, tu t'es levé à 5h du matin pour te caler avec mon fuseau horaire pour faire ces épisodes. Donc si ça, c'est pas de l'investissement, je sais pas ce que c'est. Alors Merci. vous qui nous écoutez, vous qui appréciez le contenu de ce que Mélissa propose, partagez, likez, diffusez, parce que cette communauté, elle mérite de grandir. Elle mérite de traverser les frontières de nos îles, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, ou même sur d'autres territoires, en Guyane, La Réunion, Mayotte, il n'y a pas de limite en fait. Donc vraiment, aidez-la à faire grandir cette communauté et n'hésitez pas à la solliciter si vous voulez témoigner, parce que c'est en témoignant aussi qu'on s'informe, qu'on apprend des choses, parce que moi j'ai appris plein de choses depuis que j'ai commencé à écouter les épisodes, et c'est vraiment libérateur. C'est un exercice qui est difficile, mais qui est libérateur et qui servira pour d'autres. Et c'est ça la sororité. C'est vraiment rester bienveillante et s'aider et s'entraider ensemble. Et c'est comme ça que on pourra affronter les épreuves d'une autre manière. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Merci pour tes mots, merci beaucoup. Bon, je crois que cet épisode-là, définitivement, il sera, il sera rempli d'émotions jusqu'à la fin. Merci pour tes mots. Merci pour ta force. Enfin, il y a même pas assez de mots pour exprimer ta force et ta puissance. Vraiment, merci. Et justement, en parlant des mots, Audrey, est-ce que tu pourrais te décrire en 3 mots, s'il te plaît? On va s'arrêter sur tes 3 mots. Je dirais résiliente, forte, malgré moi, mais forte quand même, et pleine d'espoir. Parce que, comme je l'ai dit, ce qui nous est arrivé, je le souhaite à personne, mais ça m'empêche pas de croire en la vie, de continuer à croire. Donc voilà. C'est un très très beau message. On va s'arrêter là. Merci encore pour tes à toi. mots. Et puis je t'inonde d'amour. Et puis à bientôt. Et merci encore. À bientôt, Audrey. À bientôt, Mélissa. C'était l'épisode 18 de Big A Femme. Je ne remercierai jamais assez Audrey d'avoir raconté son histoire pour que d'autres parents qui vivent cette même souffrance puissent se reconnaître. Cet épisode est un hommage à toi, petit ange. Tu seras à jamais dans nos cœurs. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines. Prenez soin de vous.